faudrait que la femme, par exemple, n'ait aucun désir, fantasme, tout est vraiment éteint, puis ça entraîne une souffrance. Fait que ça peut être une souffrance, justement, personnelle par rapport à son couple. Bien, il y a vraiment comme des lignes directrices claires qui disent qu'en effet, on a assez d'évidence, assez de preuves, finalement, que la testostérone, à petite dose, peut venir aider les femmes en ménopause. Dr. Régent Thomas, quand je suis rentrée là, qui est bien connu en VIH, qui ont vécu ça dans les années 80, tu sais, que c'était vraiment dramatique, là, la situation pour la communauté LGBT. Mais nous, on avait des médicaments qui fonctionnaient bien. Tu sais, je veux dire, pour moi, je suis arrivée dans la bonne partie là, du VIH. Je suis arrivée, mes patients, ils vont bien, ils survivent, ils vivent même plus longtemps que, que les gens qui n'ont pas le VIH, qui sont pas atteints. Fait, les médecins travaillent fort, là. Ils travaillent beaucoup. Fait à un certain moment, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas tant que tu peux en faire plus. Puis quand tu te demandes à un médecin d'être plus productif, ben tu sais, lui, ça... Tu sais, quand tu dois te presser puis tu regardes ta montre, là, ben c'est stressant aussi pour tout le monde. Puis est-ce que tu donnes le meilleur de toi à ce moment-là? Tu sais, moi, je me suis rendue... Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Aujourd'hui, on parle femmes. On va aussi dans le brain fog. On va décortiquer c'est quoi qui se passe avec une femme durant la ménopause, la préménopause, après les enfants, après milieu trentaine, quarantaine. C'est quoi qui se passe avec les femmes? Pourquoi qu'on dort pas bien, qu'on a des buffets de chaleur? On parle hormones avec une omnipraticienne, Gabrielle Landry, docteur Gabrielle Landry. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Je suis contente de te rencontrer. Ben, moi, encore plus, t'as aucune idée comment je suis contente. C'est comme, oh my God. En plus, t'es comme la femme parfaite. Je te dis, là, que c'est sûr que t'es un modèle pour plein de jeunes filles, intelligentes comme tu es. Tu rayonnes, une mère de 2 enfants. Oui, 2 petites filles. C'est tellement drôle parce que quand j'ai vu le monde de Tangerine, je suis comme, ça a l'air super comme cute. Puis j'ai vu Tangerine Dream, je viens de réaliser que c'est Tangerine Dream. C'est juste comme vraiment drôle. Oh, wow! Toi aussi, t'es une vedette. Toi aussi, t'es connue, beaucoup. Ah, bien, ouais, peut-être pour certaines personnes. C'est ça, tu sais, ben, c'est parfait. tu vas peut-être aider ma santé sexuelle. Mais ça fait partie du spectre de la santé de la femme. Là. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Mais ouais, c'est sûr que j'espère que je peux inspirer un peu de femmes quand même. Surtout que je trouve seulement que c'est une... Il y a vraiment une période dans la vie d'une femme où est-ce qu'elle se sent un petit peu laissée pour compte, là, je te dirais, par la médecine traditionnelle aussi, puis par l'ensemble de la vie. Là, ils ont l'impression qu'à un moment donné, après l'accouchement, tu as quand même de l'aide pour l'accouchement. Après ça, en postpartum, c'est comme, bon, ben on connaît la dépression postpartum, mais il y a comme toute une période entre le postpartum puis la ménopause où là, il faut vraiment attendre d'avoir des fois 1 an, pas de règles, pour commencer à avoir la discussion avec son médecin. Fait que c'est vraiment comme mon objectif d'aider. Fait que tant mieux si ça peut inspirer, mais surtout des femmes de pouvoir aussi aller se dire, ben là, je veux prendre ma santé en main puis je vais aller consulter. Là. Fait que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Mais tu vois, ma voisine, elle a fait ça. À un moment donné, elle dit, écoute, je t'ai rendue. Puis c'est une femme super travaillante, c'est une entrepreneur. Puis là, un moment donné, elle t'est rendue. Écoute, j'étais plus capable, là. J'avais plus envie de travailler. J'avais plus envie de rien. Mm-hmm. J'étais à bout de tout. J'étais déprimée. Je ne savais plus. Puis elle dit, je suis allée voir une clinique. Puis elle reste au Mexique en plus. Puis ils font pas ça au Mexique. Puis elle est allée voir une clinique ici quand elle est revenue au Québec. Parce que ses business sont ici. Puis elle dit, ça a changé ma vie. Elle dit, là, j'ai plus envie. T'sais, elle dit, je te dis, je voulais me pitcher en bas. Mm-hmm. Oui. C'est du jour au lendemain, c'est arrivé. C'est-tu fréquent que ça arrive comme du jour au lendemain? Bien, en fait, c'est comme un processus qui est comme graduel. Fait que, tu sais, on a beaucoup de follicules ou des eggs là, quand on naît, là, des millions, puis après ça, ben on en perd à chaque stick. Puis aussi, il y en a qui vont avoir de la trésie. Fait qu'on va en perdre tout le long qu'on a nos menstruations, puis dans notre vie active. Fait que c'est sûr que pour moi, oui, on le voit comme quelque chose un peu qui peut paraître du jour au lendemain. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont venir me voir et vont me dire, après que j'ai eu mes enfants, j'ai l'impression que ça s'est comme précipité. Puis je sais pas si, on le sait pas, on n'a pas vraiment d'études là-dessus. C'est-tu un épuisement ovarien après avoir sécrété des hormones de manière super intense, on pourrait dire, pendant les grossesses. Mais il y a définitivement une période, je pense que c'est aussi probablement avec toute la charge mentale puis tout ce que les enfants aussi peuvent apporter. Fait que, tu sais, c'est très complexe, l'hormonothérapie, les hormones, le corps, tout est interrelié, là, tu sais, les hormones féminines, les androgènes, le cortisol. Fait que définitivement, mais les femmes, c'est vrai qu'ils vont souvent avoir un genre de période où on est capable de me dire, là, ça fait comme 1 an ou ça fait 2 ans. Puis c'est souvent, je constate
après les grossesses. Là, c'est souvent la fin de la trentaine ou début de la quarantaine qui vont remarquer le plus que ça va commencer. Il y a des femmes, par contre, qui vont naviguer aussi la préménopause de manière assez simple puis qui vont juste avoir des symptômes à la ménopause ou qui n'en auront même pas. Mais quand même, je pense que ça vaut la peine d'être au courant que les hormones, c'est oui, ça peut aider les symptômes, mais il y a quand même des aspects préventifs que les patients devraient avoir le droit de connaître puis à tout le moins de discuter. Il y a même des indications officielles, par exemple la FDA, là, aux États-Unis, ils vont dire, ben oui, pour la prévention de l'ostéoporose. Je pense que c'est quelque chose que c'est vraiment comme une sorte de lacune qu'on ne connaît pas beaucoup en médecine, là, de parler des hormones puis de tout ce que ça peut amener comme bénéfice en prévention, mais aussi en traitement des symptômes. Oui, mais moi, tu vois, j'ai commencé à un moment donné à avoir des bouffées de chaleur la nuit. Puis j'ai commencé à prendre des DIM. Tu sais, les produits naturels, DIM. Ça m'a aidé beaucoup, j'en ai plus. Ouais. J'en ai plus. C'est que. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de produits naturels qui existent. Puis c'est vrai qu'il y en a qui vont venir un peu booster les hormones naturelles ou bloquer certaines actions. Puis ça peut venir aider dans une certaine période de temps. Un peu comme on va dire, tu sais, comme je te parlais du stress, comme des habitudes de vie, de ce qu'on va vivre comme mère ou comme, tu sais, partenaire de vie. Il y a plusieurs choses que tu vas pouvoir agir, puis probablement que tu connais peut-être avec l'entraînement, tu as l'air d'une fille qui s'entraîne aussi, qui est vraiment active. Donc, définitivement, c'est quelque chose que tu vas pouvoir aller jouer, mais ça ne sera pas le même effet à la même latitude que de prendre l'hormone. Mais ça peut venir quand même avoir un effet. Puis surtout les études beaucoup sur la transition ménopausique, dans le fond, puis la prévention cardiovasculaire, commencer à être active, à marcher, à s'entraîner en musculation pour ne pas perdre notre masse musculaire. C'est quand même un gros facteur de longévité, là, la quantité de masse mec que tu vas avoir. Fait que c'est vraiment comme super pertinent de commencer dans cette période-là où est-ce que tu sens qu'il y a des grands chamboulements là, qui se passent. T'sais. OK, mais c'est quoi les autres symptômes, comme quand ça commence à... Ouais. C'est que tu as besoin d'aller consulter. C'est quoi d'autre, à part les bouffées de chaleur? On sait, tout le monde a ça. Oui, bien c'est ça. Ben, c'est pas tout le monde qui en a, mais non, surprenamment, moi, je dis souvent aux femmes, ben tu sais, c'est plate que ça prenne ça, c'est plate que ça prenne des bouffées de chaleur pour ouvrir la discussion. Parce que les indications, c'est vraiment le traitement des bouffées de chaleur. Pour l'hormonothérapie, c'est vraiment ça l'indication. Mais en même temps, ceux qui n'en ont pas de bouffées de chaleur, ils n'ont pas le droit d'avoir la discussion avec leur médecin ou, tu sais, à tout le moins, c'est comme, ben, t'es pas dans les recommandations. Fait qu'on n'est pas capable de discuter des études puis des autres bénéfices qui sont possibles. Fait que ça, je trouve ça plate. Mais mon chum dirait, c'est parce qu'elle est fâchée tout le temps. Genre. Ou c'est un et qui est l'autre, t'es bouffé de chaleur, t'es fâché. Fait que c'est la poule ou l'œuf. Mais définitivement, les symptômes, mais tu sais, j'en ai une liste là, quand je consulte mes patientes, mais tu sais, il y en a tellement. Bref, beaucoup, je te dirais que les plus communes, c'est les troubles du sommeil, tu sais, des réveils fréquents pendant la nuit, la fatigue, là, tu sais, se réveiller fatigué le matin, les troubles de l'humeur, c'est sûr. Là, des fois, les femmes qui ont déjà eu des SPM sévères dans le passé, qui avaient déjà une sensibilité accrue à leur propre fluctuation hormonale, quand ils arrivent en périménopause, puis qu'en plus, il y a un débalancement dans les niveaux, c'est comme tout fout le camp. Là. Fait que les SPM deviennent souvent ingérables. Irritabilité, anxiété, baisse de libido, c'est quand même assez fréquent aussi, de la sécheresse vaginale, de l'incontinence, des douleurs aussi, des musculaires, articulaires, des raideurs. Ça peut être le matin, justement. Ils se lèvent le matin, ils disent, mon Dieu, on dirait que j'ai 90 ans, comment que je suis raquée à matin. C'est des affaires assez communes, je te dirais. Puis il y a beaucoup de femmes, j'en parle souvent dans les podcasts, mais qui sont diagnostiquées de la fibromyalgie, dans le fond, parce que c'est comme dans la quarantaine, c'est typique, là, les femmes dans la quarantaine qui ont cette entité-là. Puis ça arrive que c'est vraiment de la fibro, là, définitivement. Mais il y a aussi des femmes qui avaient cette entité-là, puis sont venues me voir, puis je les ai aidées avec des hormones. Là, fait que c'est définitivement quelque chose qui est mal compris, mais il y a plein de syndromes chez la femme qui sont mal compris, puis on appelle souvent ça syndrome douloureux pelvien complexe ou syndrome parce qu'on connaît mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses en santé de la femme qu'on ne connaît pas beaucoup. Puis il n'y a pas eu beaucoup de fonds non plus dans les études en santé de la femme. Tu sais, on va souvent prendre les femmes comme des hommes avec des vagins, tu sais, dans la plupart des recherches. Comme on ne va pas faire la différenciation entre un médicament comment il va agir nécessairement chez la femme avec les fluctuations hormonales parce que c'est plus compliqué de comprendre, d'analyser des résultats quand il y a une influence hormonale qui change à chaque cycle. J'avais une de mes patientes qui me disait qu'elle faisait de la recherche toujours sur des souris mâles parce que chez les femmes, les femelles, c'était beaucoup trop compliqué à comprendre parce qu'il fallait comme en plus que tu analyses tes résultats en fonction de ta variation hormonale. Fait que c'était comme, elle dit non, on prend juste des mâles. C'est la base de la recherche. C'est un peu ça, là. Mais les gars, eux autres, en as-tu comme un genre de cycle? Juste une petite question de même. Parce que... C'est journalier, dans le fond. Fait que ça cycle sur une journée. Il y a moins de variations. Il y a moins de grosses problématiques sur une grande période avec de grandes fluctuations. Mais ça fluctue plus sur 24 heures, mettons, que sur 30 jours comme nous. Mettons, OK, oui. Mais fait
les études, ils commencent rien que là. Ça débute pour les Oui, il y a femmes. eu une grande perte. Là. En fait, il faut advocate for ourselves. Il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est sûr que c'est une grosse lacune qui est encore présente. Mais je pense que plus on en parle, puis plus il va y avoir des fonds pour justement la recherche plus au niveau féminin, au niveau des Ouais. entités Le féminines, parce qu'il y a tellement de stigma choses. aussi, là, que nous autres, on n'est pas endurable à cause de nos hormones, Oui, c'est l'hystérie. fatigant. T'sais, Oui, le fait qu'on est hystérique. T'sais, l'utérus, dans le fond, ça vient de là. T'sais. Les femmes sont hystériques parce qu'ils ont un utérus. Fait qu'elles arrivent en ménopause, ils perdent leurs hormones. T'sais, tout est tout un lien avec comment on voyait les femmes, là, de l'origine de ce nom-là. Fait que c'est quand même... Ben, c'est triste, là, mais c'est l'histoire des problématiques féminines, là, finalement. puis les hormones, on les prend par crème. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs façons. Ça dépend un petit peu. Tu sais, si on veut y aller, par exemple, là, avec tout ce qui est disponible. Tu sais, les lignes directrices, par exemple, une femme qui arrive en périménopause, en préménopause. On sait que ça peut commencer assez tôt là, chez la femme. Tu sais, on peut commencer à regarder ça autour de 35 ans. Des femmes, ça va être un petit peu plus tard. Puis des femmes qui vont avoir moins de symptômes plus jeunes. Bon, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais c'est sûr que quand les femmes sont encore jeunes, encore en âge de procréer, puis qui ont besoin d'une contraception, la pilule contraceptive peut être une option. OK? Ça peut arriver. Il ne faut pas toujours balayer du revers de la main toutes les options plus traditionnelles. Ou est-ce que le stérilet aussi avec ouais. l'hormone? Fait que Ouais, ça peut c'est la arriver même justement chose. parce que dans le fond, on va venir justement stabiliser l'endomètre. Fait que ça va souvent diminuer beaucoup les règles puis la quantité des règles puis tout. Fait que c'est quand même... Ben, moi, c'est ça. J'ai un stérilet, puis j'ai plus de règles pantoute, là. C'est ça, c'est pratique. Puis il y a des stérilets de cuivre aussi, mais ça, c'est pas hormonal. Habituellement, les gens vont Ouais. saigner un petit peu plus avec les stérilets de cuivre. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais toutes les options, je pense que c'est important que les femmes soient au courant. Après ça, les femmes qui n'ont plus besoin de contraception parce que justement, leur conjoint est vasectomisé ou, tu sais, des fois, je leur dis, il me semble que c'est votre temps maintenant aux hommes après les grossesses d'aller faire votre part parce que c'est sûr qu'il y a des femmes qui ne tolèrent pas nécessairement la pilule ou qui veulent une option plus naturelle parce que c'est vrai que plus on vieillit, bien, plus on est à risque de caillots, de problématiques. Tu sais, bon, si moi, vraiment, t'es fumeuse aux 35 ans, il y a contre-indication quand même à la pilule. Fait qu'il faut voir à ce moment-là, personnaliser un peu notre approche. Mais si on y allait avec toutes les options, puis qu'il n'y avait pas trop de symptômes de l'humeur, parce que c'est sûr que oui, la pilule contraceptive peut venir en anovulant, diminuer un peu les fluctuations hormonales, puis ça fait que c'est quand même moins pire. Mais des fois, les antidépresseurs, tu sais, ça arrive qu'on a de la misère à stabiliser quelqu'un, fait que des fois, ça peut venir aider à un certain moment. Ça, c'est des options plus traditionnelles, je te dirais. Après ça, si on va en hormonothérapie, donc bioidentique, fait que ce qui veut dire qu'on va remplacer la même hormone que le corps produit. Fait que dans le fond, elle va avoir le même effet au niveau des récepteurs et un profil de sécurité aussi meilleur, je te dirais, que les hormones synthétiques de manière générale. Bien là, on pourrait voir justement qu'est-ce qui est disponible. Fait que, de manière générale, dans le bioidentique, tu peux l'avoir en pilule. Mais comme ça passe par le foie, ça augmente un petit peu plus le risque de caillot que la forme transdermique. Fait que quand on parle de gel, quand on parle de patch, ça passe pas par le foie, donc on n'augmente pas le risque de caillot. Fait qu'en théorie, c'est la plus sécuritaire au niveau de la santé, je dirais au niveau des risques de caillot. Puis la progestérone, bien celle-là, il y en a aussi du synthétique, mais moi, je préfère la progestérone micronisée qui est bioidentique, pris par la bouche, super sécuritaire aussi de manière générale dans les études. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je te dirais que crème et thym, c'est les plus communs pour l'estradiol, si on veut pas nécessairement avoir de contraception. Puis après ça, ben c'est du cas par cas. Tu sais, des fois, on commence juste par une hormone, puis on y va par étapes, dépendant des symptômes. Il y a plus de femmes, par exemple, que dans la périménopause, tu sais, ce qui est compliqué, c'est que ton corps essaye de produire de l'estrogène. Puis c'est pour ça que les femmes vont se mettre à avoir des symptômes plus, des fois, d'irritabilité, mais comme des poussées de rage ou de la rétention d'eau ou des douleurs dans les seins, parce que c'est comme ton corps, il est comme, oh my God, il commence à me manquer d'estrogène. Fait que je vais envoyer un message à mon cerveau de faire plus d'estrogène. Fait que là, des fois, ouf, tu vas avoir un gros pic d'estrogène. Après ça, tu vas avoir une descente. Tandis que de manière générale, dans le cycle de la vie d'une femme, la progestérone, l'ovulation va de moins en moins se produire. Fait que c'est plus des fois la progestérone qu'on va commencer. Des fois cyclique, tu sais, comme d'autres 2 semaines par mois de l'ovulation jusqu'aux règles. Mais des fois, il y a des femmes qui ont besoin d'estrogène aussi. Puis il n'y a pas tout à tous les mois. Fait que c'est pour ça que c'est challengeant. Puis il faut vraiment comme comprendre comment que les femmes se sentent. Parce qu'un mois peut vraiment être différent de l'autre. Tu as besoin d'estrogène ce mois-là, mais pas le mois d'après. Dans la périménopause, c'est vraiment comme beaucoup de fluctuations, puis c'est vraiment anarchique, on pourrait dire. Fait que si tu comprends pas quelle hormone fait quoi, puis comment quelle énergie dans ton corps, ça va être difficile pour le médecin de t'orienter. Puis même les médecins ne sont pas super bien formés en hormonothérapie. Je doute qu'ils sont aussi bons que toi, là. T'as de l'air à connaître vraiment les hormones. Je fais pas mal juste ça. Il y a beaucoup de demandes, fait qu'on en fait. C'est puis ça, mais comment tu passion. fais pour t'ajuster? Parce que ça a l'air à pas avoir, tu sais, beaucoup d'études là-dessus. Pas, tu sais, tu te réfères à quoi? Ouais. C'est-tu du trial and error? Entre autres, c'est sûr que, tu sais,
Vraiment, quand les femmes viennent dans notre bureau, de un, ils ont une multitude de symptômes dont je n'ai pas parlé, en plus de la fatigue, des palpitations. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être d'autres choses. Fait que, je pense que On c'est parle important. vraiment des palpitations Ouais. sans activité physique. C'est genre. ça. Il y a des femmes qui vont juste OK. dire, mon Dieu, je suis assis, là, puis là, je sens mon cœur qui se met à débattre. Puis bon, là, je dis, est-ce que OK. vous avez vu un médecin? Vous en consultez? Des fois, c'est comme, ah, non. Ou des fois, oui, on fait plein d'examens, ils ont vu des cardiologues. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans ma pratique à moi qui ont vu souvent, en moyenne, 5 à 6 médecins, je te dirais, là, avant de me voir. Médecin de famille, des fois gynéco, des fois d'autres spécialistes comme cardiologues, rhumatologues parce qu'ils ont mal partout. Fait que c'est sûr que je suis comme un peu chanceuse parce que toutes les causes organiques ont un peu été exclues. Ouais. Là, je me dis, bon, il y a peut-être plus de chances que les hormones soient en cause ici, mais quand même, ça arrive que, je vais les référer à des spécialistes avant pour être sûre. Tu sais, as-tu fait un Holter pour garder ton rythme de ton cœur, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave. Mais je veux dire, dans cette période-là, des fois, on peut se dire, ben regarde, on peut faire un essai d'hormonothérapie, puis si tu n'as pas d'amélioration, on ira voir ailleurs. Mais tu sais, Parce je pense que à ça tellement... peut pas te dérégler complètement si tu essayes un mois, puis finalement, cette personne-là n'avait pas autant de besoins. C'est ça. Ça peut être un petit essai puis de voir, en effet. Mais en même temps, Ouais. qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'en effet, des fois, quand on fait un essai, on n'a peut-être pas le bon dosage de la première fois. Fait que c'est dur de C'est dire, ça. ah ben là, moi, ça marche pas. J'entends souvent ça des femmes qui disent, moi, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais comment t'as essayé? Quelle forme? Quelle dose? Quels symptômes on visait? Tu sais, c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Puis en même temps, c'est ça. Fait qu'il faut exclure, tu sais, mettons, quand les femmes ont beaucoup de fatigue, des palpitations, il faut que je regarde la thyroïde aussi. Il faut que je regarde si elle est fatiguée, as-tu de l'apnée du sommeil? Fait que, tu sais, il y a comme tout un diagnostic différentiel quand même qui est important avant de dire c'est les hormones le problème. Puis après ça, ben, si vraiment on a l'impression que c'est les hormones, ben là, OK, mais peut-être que ce mois-ci, tu as besoin d'un petit peu de progestérone. C'est ça que tu veux faire. Puis après ça, peut-être que le mois d'après, ben là, OK, tes symptômes changent un petit peu, plus de bouffées de chaleur, rajouter un petit peu d'estrogène. Puis on peut faire aussi Wow. des dosages pour nous aider des fois quand on n'est pas sûr. Parce qu'en effet, tu sais, par exemple, une femme en ménopause, quand elle se met à avoir des bouffées de chaleur ou vraiment beaucoup de fatigue ou des palpitations, ça peut être parce qu'elle n'a plus du tout d'estrogène. Mais des fois, si tu as trop d'estrogène, donc tu es supplémenté, tu peux avoir les mêmes symptômes. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment complexe pour un médecin, des fois, de juste comme dire, ah, là, c'est-tu parce qu'il n'y en a pas assez, il y en a trop. C'est ça, la complexité de l'hormonothérapie, c'est que faut vraiment complexe. personnaliser notre approche. Mais Moi, est-ce que c'est tout le temps des prises de sang? Tu sais, comme je sais que les hommes, eux, c'est des prises de sang en 3 mois. Oui, c'est différent, les femmes. C'est pas pareil. En fait, tu c'est sais, ça. il reste que la préménopause, c'est un diagnostic qui est clinique. Tu sais, à la base, c'est vraiment tes symptômes là, qui vont me permettre de dire. Fait qu'il n'y a pas un bilan qui va te dire tu es en préménopause. Des fois, ça arrive que je fais un bilan, puis la FSH, la FSH, c'est comme une hormone qui est sécrétée par le cerveau. Des fois, elle va être super haute, un peu comme une femme en ménopause. Je dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, ton corps essaie de produire. Mais c'est pas le diagnostic, c'est vraiment tes symptômes qui vont faire ça. Puis, ben, pour la ménopause, c'est vraiment 1 an, pas de règles. Ça, c'est vraiment le diagnostic de ménopause. Mais maintenant, c'est ça. Fait que le bilan va te permettre d'exclure d'autres causes, des fois de suivre certaines valeurs, je te dirais aussi, puis aussi pour voir si tu n'as pas de l'excès ou du pas assez. Mais c'est pas comme chez les hommes, parce que chez les hommes, en effet, le diagnostic d'andropause, il y a un certain seuil, puis tu veux viser un certain niveau aussi quand tu supplémentes. Fait que c'est vraiment différent. Puis moi, je fais de l'hormonothérapie pour les personnes transgenres. Même chose, on va doser les hormones. On va toujours regarder que, OK, ben, on s'atteint un certain niveau, puis on commence à... Fait que, tu sais, c'est quand même... parce que c'est comme tu testes le sang quand même d'un homme, même si c'est devenu une femme. Toutes les personnes c'est transgenres et les personnes assignées hommes à la naissance. C'est Fait que, ça. tu sais, dans le fond, oui. Fait que c'est sûr que c'est comme un peu un double standard que chez les femmes, on va leur dire de juste y aller un peu... ben, là, OK, il y a c'est comme pile ou face, genre. un peu, tu sais. Puis il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir Aïe, qui disent, tu sais, ils m'ont donné, mon gynéco, mon médecin m'a dit, tu sais, je te donne une pilule puis une pompe de gel, puis on se revoit dans 1 an, tu sais. Mais là, si la patiente se met à saigner, puis tu sais, c'est aussi un problème de manque d'accès, là. On s'entend du système de santé. Tu sais, c'est dommage parce que les femmes se sentent pas sécures de ne pas faire de bilan de base. Déjà, ils se sentent pas prises en charge. Puis les médecins, mais ils sont pas super à l'aise non plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations. Non, Puis mais c'est ils pas connaissent pas enseigné de manière très, 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 très large, je dirais, à l'université. Ils connaissent pas ça du tout. Oui, c'est ça. Je t'entendais sur un autre podcast dire que, tu sais, à l'école, il n'y avait pas du tout C'est vraiment... d'hormonothérapie. ben, en tout cas, la préménopause, on en parle
quasi pas. En tout cas, je me rappelle pas. J'ai cherché, puis tu sais, j'ai même j'enseignais là, c'est jusqu'à récemment en endocrinologie à la faculté de médecine pour les étudiants en médecine. Puis on avait comme des cas cliniques, ménopause, mais tu sais, préménopause, très peu, transgenre, très peu aussi, très peu d'exposition. Mettons, moi, c'est toute ma pratique, mais je comprends que c'est pas le principal que les médecins ils vont voir nécessairement quand ils vont sortir. Mais la préménopause, je veux dire, la ménopause, toutes les femmes vont arriver à la ménopause. Fait que ça devrait faire partie des curriculums, puis de manière plus importante, pas juste les gynécologues, tous les médecins de famille, tous les médecins en général, avant même de choisir leur résidence, devraient être exposés à ça parce que là, on n'a juste pas idée. T'sais, on sort de la médecine, puis peu importe ta spécialité, tu n'es même pas au courant que la préménopause, ça peut être pour ça que tu as des palpitations. Toutes les spécialités vont être formées pour savoir comment objectiver ou exclure le pire, mais pas nécessairement se dire c'est peut-être finalement juste hormonal. C'est correct d'exclure le pire, ça fait partie de ce qu'on a à faire, mais en même temps, c'est ça. Moi, je vois toutes les femmes que je suis comme, oh my God, j'en reviens pas qu'on n'a même pas pensé à ça. T'sais. Oui, mais c'est ça. Tu dis que t'en sauves beaucoup, là. Ben dans ma pratique, oui. Parce que c'est ça, comme je te disais, en moyenne, ils ont vu comme 5 à 6 médecins. Fait que j'arrive un peu là comme, écoutez, on va essayer, on va trouver des solutions, puis à la limite, on va voir. Parce que, juste la progestérone, par exemple, ça, c'est un neurostéroïde. Fait que ça va être transformé en allopregnénolone, qui va faire que tu vas vraiment avoir un effet positif sur le sommeil. Quand tu dors mieux, là, il y en a beaucoup de choses qui s'améliorent par la suite. Fait que, si tu dors pas, on le sait, là, ceux qui ont eu des bébés, des enfants, on le sait que quand tu dors pas, il y en a bien des affaires qui peuvent pas se passer après. Fait que déjà là, bon, t'en sécrètes peut-être moins parce que peut-être que tu as plus de séquelles ovulatoires quand tu vieillis. Donc, si tu as vu le moins, tu as moins de progestérone. Puis des fois, cette progestérone-là va des fois faire quand même un bon bénéfice, là, juste à ce niveau-là. Puis après ça, c'est de voir. Puis on accompagne les patientes vers la ménopause de manière plus douce, en ajustant la progestérone, en rajoutant un petit peu d'estrogène, dépendant de leurs symptômes. Fait que oui, c'est sûr que quand tu connais beaucoup ça, tu te rends compte que oui, il y a tout le temps quelque chose que tu peux venir tweaker. Par exemple, quelqu'un qui ne tolérerait pas la progestérone par la bouche parce que oui, ça aide le sommeil, mais si tu en as trop, tu peux peut-être avoir de la somnolence le jour. Bien, des fois, on peut mettre de la progestérone intravaginale. Fait que, on a développé cette expertise-là, justement, que tous les médecins devraient avoir accès à avoir, là, en fait, parce que c'est comme tellement important. Puis moi, j'en forme d'ailleurs là, des médecins parce que je trouve ça vraiment important. Là. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Je veux dire, il y a des gens en fait qui me contactent puis qui veulent me suivre, mettons, pendant les journées. Puis je leur dis, oui, parfait. Il y a beaucoup de demandes. Fait que pour moi, il n'y a pas. Je suis vraiment là pour aider là, parce qu'on a trop de femmes puis on n'a pas assez d'offres. Oui, il n'y a pas de compétition. Là. C'est comme tout le monde, on veut tous aider les femmes. Tu es vraiment engagée. Quand même. Parce que, quand tu changes la vie des gens au quotidien, il y a beaucoup de gens que je revois 1 an après avoir... Bon, les transgenres aussi, là, ça, c'est une autre division de ma vie que j'ai vraiment comme... que j'ai l'impression que si je n'étais pas là, il y a des gens possiblement qui ne seraient plus sur Terre, si je ne les avais pas vus, parce qu'il y a comme tellement un manque d'accès aux soins. Bon, les femmes en périménopause, oui, il y a des familles. Des fois, je me suis dit, si j'étais arrivée comme 1 mois ou 2 dans la vie de cette femme-là, j'aurais peut-être sauvé sa famille. Fait que, pour moi, c'est sûr que c'est valorisant là, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose qui n'ont pas vraiment accès de manière différente. Oui, ils pourraient aller voir leur médecin de famille. Puis il y en a que ça fonctionne bien là, avec les médecins de famille puis les gynécos. Il y en a que ça va super bien. Mais il y en a qui sont ouverts d'esprit qui sont prêts à écouter. Exactement. Puis c'est la majorité là, quand même. C'est juste que moi, c'est ça que je vois dans ma pratique, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression d'arriver un peu comme comme la sauveuse. Mais en même temps, moi, j'essaie toujours de mettre les limites de ce qu'on est capable de faire puis d'être vraiment comme, regarde, on va y aller par étapes, puis ça se peut qu'il y ait des changements que ce soit pas dû à ça, puis de vraiment comme mettre les attentes à niveau. Mais c'est sûr que les femmes sont assez reconnaissantes, je dirais, de manière générale. Oui, j'en doute pas. Qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle étude qui parle de la testostérone pour la ménopause, la préménopause chez la femme en petite quantité? Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça l'aide comme vraiment, la femme? Ouais. Fait que dans le fond, les lignes directrices, il n'y a même plus d'ambivalence. Là. C'est quand même clair que pour le trouble du désir sexuel hypoactif, puis ça, c'est quand même particulier comme entité, mais il faudrait que la femme, par exemple, n'ait aucun désir, fantasme, masturbation, tout est vraiment éteint, puis ça entraîne une souffrance. Fait que ça peut être une souffrance justement personnelle par rapport à son couple. Bien, il y a vraiment comme des lignes directrices claires qui disent qu'en effet, on a assez d'évidence, assez de preuves finalement que la testostérone à petite dose peut venir aider les femmes en ménopause. Puis il y a le Ish-Wish qui est un autre groupe de médecins qui va dire même en préménopause, il y aurait des bénéfices. Fait que dans cette période-là, il y aurait des bénéfices. Les femmes, moi je dis souvent,
oui, la libido, c'est une chose, c'est important. C'est sûr que c'est important. Mais en même temps, les femmes, quand ils commencent ça pour la libido, vont me dire, coudonc, il me semble qu'au niveau de mes fonctions cognitives, des fois, je me sens un peu plus sharp, j'ai plus d'énergie. Quand je vais au gym, je me sens un peu plus comme forte, on dirait. Puis il y a des études aussi par rapport à la santé osseuse. Fait que c'est sûr que oui, les indications officielles, c'est vraiment la libido, mais il y a quand même d'autres bénéfices. Puis certains pays, par exemple, le UK, l'Australie, l'Afrique du Sud, qui ont une testostérone qui est, on pourrait dire Santé Canada, c'est pas ça là-bas, mais qui ont vraiment comme approuvé pour la femme. Mais nous, en Amérique du Nord, on est vraiment comme en retard par rapport à ça. Donc, encore maintenant, il faut prendre des doses pour les hommes, donc des petits sachets de gel. Idéalement, qu'on doit, le plus petit sachet qu'on a, c'est vraiment quand même beaucoup trop. Il faut comme prendre le 10e de cette quantité-là pour la femme. Et ça va être difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Il y a une indication, c'est plate, parce qu'il n'y a pas de médicament qui a été approuvé, tandis que les sociétés savantes, là, on a fait le tour de la question. Là. Ça, c'est prouvé, c'est efficace, c'est sécuritaire. Ouais. Mais est-ce qu'on le combinerait avec les autres hormones? Est-ce que tu commences par les autres hormones ou tu ferais possiblement juste une thérapie avec la testostérone ou ça serait comme mêlé avec la progestérone? Oui. Bien, en fait, c'est du cas par cas. Je te dirais. C'est vrai que dans ma pratique, j'ai plus tendance à remplacer les hormones féminines en premier, puis voir où est-ce qu'on en est. Avant, je disais souvent, tu sais, à l'ovulation, on a un pic d'estrogène, puis on a beaucoup de libido, mais on se rend compte qu'il y a aussi un pic de testo. Fait que, tu sais, dans les conférences, plus j'en fais, puis je me dis, OK, c'est-tu vraiment la testo, la libido ou l'estrogène aussi? Puis il y a comme, est-ce que c'est la testo aussi qui peut s'aromatiser, donc devenir de l'estrogène? Tu sais, il y a beaucoup de théories, là, il y a comme 3 théories, mais, tu sais, bref, tout ça pour dire que, pour moi, l'estrogène, quand même, tu sais, quand tu es plus hydraté, on s'entend juste la sécheresse vaginale. Si tu dors mieux, parce que tout ça, tous les symptômes. Une plus belle peau aussi. Oui, tous les symptômes qui vont être liés à ton manque d'estrogène font que ça peut affecter ta libido, ta fatigue, ton énergie et tout. Mais moi, j'ai tellement une mauvaise réputation, l'estrogène. C'est écœurant. Peut-être dans le monde de l'entraînement. Oui, c'est écœurant. Comment que c'est incroyable. Bien, au niveau médical aussi, on a souvent blâmé les estrogènes pour le cancer du sein, quand on le sait que c'était pas le bon coupable dans l'étude WHI. Là. Tu sais, juste on saute du coq à l'âne. On a tellement on va revenir, t'inquiète. C'est mon style, ça. Moi, j'aime ça. Je fais tout le temps ça. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, moi, je suis comme... C'est une discussion. Mais c'est ça, tu sais, dans l'étude de WHI, dans le fond, tu sais, la grosse étude qui a faite que dans le début des années 2000, on a arrêté de donner des hormones. Les antidépresseurs se sont mis à augmenter parce que là, tous les médecins avaient peur des hormones parce que, les hormones te donnent le cancer du sein. Puis on a beaucoup lié ça avec l'estrogène. Mais dans le fond, dans cette étude-là, c'est des hormones synthétiques. C'est du Premarin et du Provera. Premarin, quand même, un profil de sécurité pas si mal. Provera, différent, je te dirais, mais je vais te parler un petit peu de l'étude. Dans le fond, à la base, ces femmes-là, c'est des femmes de 63 ans qui étaient un petit peu plus malades que la norme aussi. Donc, c'est pas les femmes qu'on donne l'hormonothérapie. En moyenne, 63 ans. Fait qu'il y a des femmes qui avaient des comorbidités qui étaient plus âgées. Puis on leur a donné justement des hormones synthétiques. Puis il y avait des femmes dans ce groupe-là qu'on divisait. En fait, ceux qui n'avaient pas d'utérus, en théorie, ils ne donnaient pas de progestine. Ça, c'est le Provera. Puis les femmes qui n'avaient pas d'utérus, qu'on ne leur donnait pas de la progestine, avec le Premarin seul, donc c'était de l'estrogène synthétique, il y avait une diminution du risque de cancer du sein de 23 %. Les femmes aussi, en fait, des cancers moins agressifs, ils en mourraient moins. Fait que, tu sais, l'estrogène était préventif. C'était le Provera qui était un petit peu plus pro-inflammatoire, qui venait annuler les bénéfices du Premarin. Mais on a toujours resté avec cette impression-là que les hormones donnent le cancer du sein, quand dans le fond, le coupable, c'était plus le Provera, qu'on donne moins fréquemment. Je te dirais qu'on donne, je dirais plus. En tout cas, je le vois pas souvent, je dirais, dans les médecins. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis en même temps, je pense que pour l'entraînement, c'est un petit peu différent. Probablement que c'est plus à cause des hautes doses de testo, l'aromatisation, les men boobs, des choses comme ça, là. C'est un petit peu... Oui, non, mais le monde dans l'entraînement, je pense qu'ils vont surtout à l'émotion, la fatigue, tu sais, la distribution des gras. C'est ça, exact, la distribution des gras, tu sais, garder plus de gras, fait que c'est sûr que l'estrogène, tu sais, pour eux autres, c'est comme... Moi, je me tiens dans les gyms toute ma vie, là. Fait que l'estrogène, c'est comme, t'es une fille, ben, tu vas être plus grasse, c'est sûr. Fait que, tu sais, pour garder ton niveau de testostérone le plus haut possible en tant que fille, c'est comme, tu sais, manger le plus de viande rouge, moins de crypto-estrogènes, j'imagine. Ouais, mais en même temps, on oublie que les estrogènes, en fait,
ils vont être tellement bénéfiques dans tous les genres. Fait que, tu sais, assigner Ouais. femme à la naissance, assigner à la Non, mais si naissance, t'en as parce que... pas, ça marche pas, c'est ça. Ben, en fait, les estrogènes, c'est ceux qui ont les plus de pouvoir par rapport à la santé osseuse puis la santé cardiovasculaire. Là. Vraiment, là, c'est vraiment ça qui... Tu sais, l'estrogène a un effet anti-inflammatoire, vasodilatateur via l'oxyde nitrique au niveau de nos vaisseaux. Tu sais, les plus grosses études en santé, je dirais qu'on voit chez la femme, en termes de prévention, là, quand on le commence dans les 5 à 10 ans après la ménopause, c'est vraiment la prévention cardiovasculaire, l'ostéoporose, pour ça, la densité osseuse, puis la démence. Fait que c'est vraiment comme l'estrogène a un bénéfice aussi au niveau des vaisseaux, au niveau OK. du cerveau. Fait que c'est vraiment comme au niveau cognitif, c'est important là, quand même l'impact. Fait que c'est des choses qu'on néglige. Puis chez les hommes aussi, là, l'estrogène est important. Là. Fait que tu sais, il n'y a pas juste du négatif. C'est vrai que c'est quand même important qu'on le sache, là, parce que dans le fond, on ne veut pas toujours bloquer nos estrogènes. T'sais, moi, je ne suis pas très pour bloquer les estrogènes de manière générale, là, parce que tant qu'ils ne causent pas de problème physique, là, parce que je sais que les gens, ça peut être justement comme la gynécomastie, des choses comme ça. Je pense que c'est nécessaire d'en avoir. Là. Fait que peu importe ton genre. On a ouais. une question du public, si vous Ah voulez. oui. Alors, on a Jolie Fleur qui nous dit « Je suis atteinte des ovaires polykystiques. Vais-je avoir une ménopause normale? » Oui. Fait que c'est particulier, les ovaires polykystiques. Mais en c'est fait, quoi ça s'appelle ça? le syndrome. C'est ça. Ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Fait que dans le fond, à la base, on a l'impression que le problème vient des ovaires, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un syndrome qui est métabolique. Fait que c'est souvent associé, il peut y avoir une partie qui est génétique, puis une partie qui est un peu due à toutes les habitudes de vie aussi. Mais en fait, c'est une problématique qui est liée avec une résistance à l'insuline. Puis là, dans le fond, ton corps va comme réagir d'une certaine façon aussi. Bon, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir un petit surplus de poids, puis des fois, on fait perdre le poids, puis la résistance à l'insuline s'améliore. Mais en gros, le diagnostic, ce serait d'avoir des règles irrégulières, des symptômes d'hyperandrogénisme, fait que ce serait comme pilosité un peu plus augmentée que la OK. normale, ou de l'acné. Puis des fois, quand on fait une échographie pelvienne au niveau des ovaires, on va voir des follicules, comme plusieurs follicules au niveau des ovaires. Mais ça, c'est plus comme un effet qui est réactif aux problèmes métaboliques de résistance à l'insuline, puis des fois de surpoids. Mais c'est pas tout le monde qui a un surpoids. Donc, bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est des femmes souvent qui ne veulent pas. Fait qu'il y a souvent des problèmes au niveau de la fertilité. Ah, Fait que c'est pour ça c'est qu'on peut triste. donner certaines médications pour aider, justement. Mais des fois, quand on fait perdre le poids, les gens vont avoir une amélioration, puis ils vont se remettre à ovuler, puis ils vont être plus fertiles. OK, mais c'est Ça répond pas vraiment à la question, mais je m'en viens. Ouais, ben Fait- oui. Ouais, c'est ça, Ben, fait que, tu sais- c'est parce qu'on a besoin de tout apprendre. Nous autres, on ça. n'est pas à ton niveau ou à son niveau parce qu'elle connaît sa maladie, mais moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Là. Mais c'est drôle parce que des fois, quand on voit... en fait, ton corps, dans le syndrome des ovaires polykystiques, oui, il ne veut pas, il y a moins de progestérone. Fait que des fois, les gens n'ont pas du tout de règles ou là, on ne veut pas que l'endomètre s'épaissit parce que si tu as plus d'estrogène que de progestérone, mais là, c'est problématique. Fait que, tu sais, Ouais. souvent, on va donner de la progestérone, mais il y a aussi de plus en plus de littérature qui démontrait qu'il y a un manque aussi d'estrogène des ovaires polykystiques. Puis moi, je le vois parce que des fois, je vais faire un bilan, justement, je vais voir un ratio LH sur FSH. En tout cas, il y a certaines choses qu'on va regarder qui vont être inversées. Puis je vois aussi des estrogènes qui sont vraiment bas. Puis des fois, quand on donne un petit peu d'estradiol dans ces patientes-là, on va voir la diminution de la résistance à l'insuline. Puis on va voir leur état qui va vraiment s'améliorer. Fait que c'est quand même particulier, mais tout ça pour dire que oui, je les accompagne vers la ménopause, mais j'essaie de comprendre comme c'est quoi qui est la problématique. Tu sais, je vais regarder leur insuline à jeun, je vais regarder d'autres facteurs de risque métabolique. Puis Mais essayer de les accompagner. La ménopause, c'est comme toutes les autres. Bien, c'est ça. Fait qu'en préménopause, c'est un peu similaire parce que des fois, puis ça, il n'y a pas beaucoup de médecins qui. Mais nous, on a un groupe de discussion de médecins des fois, quand il y a des situations plus complexes, on en parle, mais on constate qu'en préménopause, il y a le même ratio qu'on voit LH-FSH dans les ovaires polykystiques, on le voit aussi en préménopause. Fait que c'est comme ton corps qui essaie de produire un peu des estrogènes. Il y a une inversion de ton ratio. Fait que c'est un peu comme je traiterais des fois ma préménopause. Fait que finalement, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. L'important, c'est que tu prennes des hormones dans ta transition ménopausique, là, comme dans la ménopause, mais tu ne devrais pas avoir nécessairement une ménopause plus difficile à cause des ovaires polykystiques. Par contre, c'est quand même intéressant d'aller voir, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire dans tes habitudes de vie, nutrition, entraînement et tout, que tu pourrais optimiser plus pour diminuer ta résistance à l'insuline. Parce que c'est vraiment ça qui est à la base des ovaires polykystiques. Finalement, l'alimentation, le moins de sucre possible, puis bien... Oui, les tu sais, protéines, aller les s'entraîner. fibres. Oui, aller s'entraîner... Oui. C'est surtout en poids. Là. C'est ça. Moi, je dis souvent dans la transition ménopausique, arrêtez d'aller courir, là, comme au gym. Là. Je vais dire juste, essayer de rester active au quotidien.
essaye de marcher ton 10 000 pas par jour si tu es capable. Moi, je vais souvent le recommander. Mais après ça, d'avoir au moins 3 jours par semaine de muscu, en effet. Moi, je leur dis, ça dépend de où est-ce qu'ils sont. Là, peut-être toi, peut-être certaines personnes sont plus habituées de faire de l'activité physique puis d'aller au gym, mais il y a des gens qui commencent quand même de plus loin. Fait que j'aime mieux leur dire, ben écoute, au pire, juste à la maison, avec des petits poids, un peu de pilates, au pire, 30 minutes, puis tu commences comme tu peux avant de lift heavy. Mais c'est sûr qu'idéalement, ce qu'on veut, oui, c'est ça. C'est tu veux comme gagner du muscle. Oui, n'importe quoi. Moi, je dis à mes chums de filles, je dis, me fais la chaise. C'est niaiseux, t'as pas besoin de rien. Non. Tu t'installes, tu mets un timer, 1 minute, après ça, le lendemain, 1 minute et quart, tranquillement, pas vite. Puis à tous les jours, puis ça prend pas beaucoup de temps, là. Fait que c'est dans ta maison, la planche. La planche, moi, ça a changé mon corps. Je veux dire, exact. Fait que c'est ça. Fait que il faut juste comme savoir de où, si tu fais un petit peu de suivi en entraînement, peu importe, savoir de où la personne part, là, finalement, pour mettre des objectifs qui sont réalistes, là, parce que je veux que ça se fasse, parce que tu peux pas faire partie d'une sédentarité à un entraînement super intensif là, du jour au lendemain. Là. Fait qu'il faut juste que tu fasses les efforts graduellement. Là. À mon âge, de toute façon, là, c'est pas... L'important, c'est d'y aller puis de s'entraîner, comme... constamment, là. Tu sais, je veux dire, moi, quasiment 50, là. Fait que l'important, c'est que je m'entraîne, tu sais. C'est tout, là. C'est pas de lever des grosses charges comme je faisais avant, avec, tu sais, une hanche qui a besoin d'être changée. Je veux dire, mes squats à 2 plates, j'ai fait plus, là. C'est ça. Bon, on change nos objectifs, mais au moins, c'est ça. Tu restes actif, puis tu te mets des objectifs qui sont réalistes pour toi, là. Oui, même un moment donné, tu sais, ils m'ont dit, là, tu sais, j'avais vraiment mal. Je pensais que j'avais de la fibromyalgie parce que c'était fou. La hanche qui a besoin d'être changée, tu sais, ça fait mal sur toute la jambe au complet. Là. C'était toute ma jambe qui venait comme bleue. Wow. C'est fou. Puis, j'étais un bout comme ça. J'étais allée m'acheter une machine EMS, là, tu sais, là. Ouais, qui est comme un slim wave, comme le monde dans l'esthétique. Pour pas perdre ma masse musculaire, parce qu'il m'avait dit d'arrêter de m'entraîner pendant 2 mois. Puis là, je me suis dit, si j'ai un problème avec mes articulations, si je perds ma masse musculaire, ben je suis dans merde. Parce que tu as besoin de masse musculaire pour protéger tes os et tes articulations. Tu sais. Ah ouais, ça a marché? Ben là, j'ai pas perdu j'ai pas perdu ma masse musculaire, puis je l'utilise encore souvent quand je me maquille. OK, bon, ben tu vois. Multitasking. Tu trouves des petits trucs, tu sais. Mais c'est vrai que la masse musculaire, c'est vraiment... c'est ça. Comme je te disais, c'est vraiment un indice de longévité. Il faut vraiment comme optimiser ça. Fait que les protéines, autant comme on n'en a peut-être pas parlé, mais tu sais, l'Ozempic, toute la perte de poids, là, tu veux pas, parce que tu le sais, on le voit dans les études, là, quand les gens prennent ça, c'est le fun, ils perdent du poids, l'obésité, c'est une maladie chronique, c'est important, mais il faut vraiment optimiser. Là. Moi, je leur dis minimum, 1 gramme par kilo de poids, là, minimum, vraiment, là, même comme du 100 grammes par jour de protéines. Puis c'est pas habituel là, pour les gens là, de manger autant de protéines. Fait que c'est difficile là, pour eux de... Mais c'est ça. Fait que quand tu fais, surtout quand tu es dans le processus de perte de poids, surtout avec des médicaments qui fonctionnent autant que ces maglutides, des choses comme ça, les GLP-1, c'est sûr que la masse musculaire puis le poids, là, c'est comme... Il faut vraiment que... ça s'attaque beaucoup à la masse musculaire, là. C'est ça, ils vont perdre. Parce qu'en fait, les gens mangent plus, ils ne mangent pas beaucoup. Là, ils ne mangent pas assez de protéines, c'est ça. Fait que là, ils n'ont plus faim, ils ne mangent pas assez de protéines. Puis, bon, bref, ils ne sont pas assez actifs. Ils vont vraiment perdre beaucoup de masse musculaire. Puis, ça qui fait qu'il y a des grandes pertes de poids, des fois rapides, là, au début. Fait qu'on ne veut pas trop avoir ça. On veut vraiment comme que les gens continuent à manger, au pire, à chaque repas, justement, des protéines. Oui, ou c'est comme genre, commence à t'entraîner, puis après ça, je vais te donner l'Ozempic. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est qu'il y a des fois, c'est que l'Ozempic, c'est le petit kickstart aussi, parce qu'il y a des gens qui ont tellement, perdu confiance en eux, puis sont pas capables d'aller au gym parce que, justement, ils ont de la honte, ils ont de la culpabilité. Fait que des fois, c'est comme aussi, oui, la poule ou l'œuf. Des fois, je dis peut-être qu'un petit peu d'Ozempic va te donner la force de comme, OK, là, ça fonctionne, ça marche, je perds, je reprends confiance en moi, puis là, Fait que, tu sais, c'est ça, c'est compliqué, là. Oui, mais t'as-tu bien des femmes qui t'en demandent? Bien, tu sais, je pense que c'est de la nature de mon travail, parce que là, en même temps, des fois, ça prend du temps avant que les gens me voient, puis des fois, ils sont un petit peu au bout du rouleau, là. Puis c'est vrai que, tu sais, dans le meilleur des mondes, je leur dis, il faudrait que tu aies un nutritionniste, il faudrait que tu aies un kiné, il faudrait que tu aies un entraîneur privé, mais tu sais, c'est ça, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Fait que j'essaie d'intégrer des bonnes habitudes de vie, de pas juste prescrire l'Ozempic, mais c'est quoi, ça arrive que... pas avec eux autres tout le temps, là. Ben non, c'est ça. T'as bien beau les aider, là, tu sais,
C'est ça. Fait qu'on... Jaser, Puis il y a des femmes qui lâcher. en ont. Tu sais, il y a des, comme je dis, l'obésité, c'est une maladie chronique. Fait que, tu sais, il y a des femmes qui vont en avoir besoin toute leur vie, là, parce que c'est comme, ils vont pas pouvoir s'en débarrasser, puis c'est correct. Fait que c'est juste de faire une bonne évaluation. Mais oui, tu sais, ça fait partie de la prise de poids. C'est aussi un des symptômes qu'on voit en ménopause. Des fois, je vais dire, tu sais, comme la FSH-LH qui augmente. Comme je te parlais des hormones un petit peu, on va stocker plus de gras au niveau viscéral, abdominal. De là, les problématiques au niveau du syndrome métabolique, les problèmes métaboliques, les maladies C'est cardiovasculaires. comme genre le cortisol, c'est là, ici? Oui, mais c'est très... Comme je dis, tout c'est un interagit. autre, là, mais Tout ouais. interagit ensemble. Mais là, c'est vraiment l'estradiol, le fait que ça va diminuer, on va stocker plus de gras viscéral. Tu sais. OK, mais cette hormone-là est C'est responsable de quoi? l'estrogène, dans le fond. C'est l'estrogène. OK, Fait que ça c'est qu'on a l'estrogène. l'impression OK, que mais excuse-moi. l'estrogène est bénéfique, tu sais, justement, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour diminuer le gras viscéral. Donc, OK. on sait que les hormones, tout le temps, c'est pas une méthode de perte de poids, on s'entend. Mais quand tu dors mieux et tu as plus d'énergie, tu as plus... Oui, tu vas perdre peut-être. du poids. Ouais. Fait que c'est ça. Mais en même temps, les hormones vont diminuer un peu la prise de poids associée avec la ménopause. Parce que la ménopause, c'est associé avec une prise de poids. Fait que, tu sais, ça peut venir aider. Mais c'est ça. Quand les femmes viennent me voir puis qu'ils ont l'impression comme qu'ils se battent contre leur métabolisme, qu'ils ont l'impression d'avoir tout fait, qu'ils ont vu une nutritionniste, qu'ils ont vu un kiné, que là, on est rendu à l'hormono, des fois, je dis, on va se donner un peu de temps avec les hormones, justement. Est-ce que tu es plus d'énergie, tu es capable d'aller t'entraîner? Mais tu sais, c'est ça. Quand on est un peu à bout, ça peut faire partie de ma boîte à outils, là. Oh my God, mais là, toi, tu recheckes les gens aux 6 mois environ? Oui, ça dépend. Ça dépend des cas, mais oui, c'est ça, aux 3 à 6 mois. Puis des fois, quand c'est stable, tu sais, comme une femme en ménopause qui va bien, là, on se revoit aux ans, là, c'est correct. Tu sais, il n'y a OK. pas obligé d'avoir des suivis. Mais des fois, c'est ça. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité, de fluctuation. Donc, des fois, les femmes sont comme, ah, mais là, je me sens comme ça, c'est parce que j'ai mal au sein, c'est pas mon progestérone, c'est mon estrogène. Tu sais, fait que moi, j'apprends au fil des suivis, dans le fond, à faire reconnaître quelle hormone fait quoi. Des fois, c'est difficile parce que des fois, les mêmes, comme la progestérone et l'estrogène, les deux peuvent faire mal au sein. Des fois, le bilan peut me permettre, OK, là, c'est lequel? J'en ai un qui est en excès, puis... Tu sais, c'est vraiment ça c'est du fine-tuning. C'est vraiment, Hey, my c'est vraiment God. personnalisé comme Je approche. te dis, je t'admire tellement. Je suis comme, oh, ça a l'air compliqué. Ça a vraiment l'air Ben, en même compliqué. temps, moi, je trouve ça plus facile faire ça qu'à la limite faire la médecine familiale. Parce que quand tu es médecin de famille puis tu t'occupes de tous les systèmes en même temps, tandis que là, je me sens un peu plus comme dans un domaine plus précis. Tu sais, je fais C'est juste ta ça. Là. passion, mais je le vois que tu Ouais. es passionné de Ah ouais, ça. j'adore. Je le vois. Honnêtement, j'en T'as-tu mange. t'as-tu déjà fait de la médecine familiale, là, comme globale? Ouais. Ben, au début, dans le fond, tu sais, en fait, comme je suis omnipraticienne à la base, fait que ma résidence, j'ai fait en médecine de famille. Puis c'est 2 ans, la résidence de médecine de famille. Mais tu sais, tu te rends compte vite qu'il y a des affaires que tu aimes vraiment puis d'autres que tu aimes moins. Tu sais, moi, j'adorais, en effet, faire des accouchements. J'adorais la santé de la femme. Puis dès le début, dès que je faisais mes stages de résidence, dans le fond, j'ai fait un stage à Paris en dermatologie vulvaire parce que j'aimais ça, voir les problématiques qui étaient plus un peu moins discutées aussi. Là, tu sais, les femmes, quand ils ont mal à la vulve, quand ils ont des problèmes dans des relations, c'est tout le temps un peu comme tabou. Moi, ça, c'était quelque chose que je trouvais encore là, que je me sentais valorisée. Tu sais, quand j'apportais comme des solutions aux femmes, c'est souvent des affaires qu'ils n'avaient pas entendues avec leur médecin. Fait que c'est pour ça que c'est des choses que ça me passionnait vraiment. Fait que j'ai commencé plus, je dirais, par la santé vulvo-vaginale, les douleurs gynécologiques, choses comme ça. Puis après ça, je suis allée dans une clinique de santé sexuelle. Donc, quand j'ai commencé ma pratique, j'étais à l'Actuelle. Donc, j'ai eu mes AMP, en fait, mes activités médicales obligatoires, on pourrait dire, en VIH. Fait que j'ai commencé en VIH. Puis j'avais beaucoup de gens dans la communauté d'amis, dans la communauté LGBTQ. Donc là, à travers mon intérêt pour la santé de la femme, puis le fait que je travaillais dans le village, puis avec le VIH et tout, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes pour les personnes transgenres. Fait que moi, je connaissais les hormones, puis j'aimais la communauté LGBTQ. Fait que j'ai commencé à doser les hormones à l'actuel en médecine transgenre, dans le fond. Ah, ben c'est super C'est intéressant. vraiment On va en ça parler après Ouais. la pause. OK, On va parfait. prendre une petite pause. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Reste avec nous au Monde de Tangerine avec Dr. Gabrielle Landry. On prend une mini pause pour ceux qui sont dans le live. Restez des nôtres. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant. Nous sommes de retour au monde de Tangerine avec Dr. Gabrielle Landry, omnipraticienne. Elle est ici, elle nous parle de la santé des femmes, mais aussi, on va parler
l'hormonothérapie. Oh mon gars, moi, j'ai scrappé des mots, là. Je suis bonne. J'ai un dictionnaire de mots que je scrappe. C'est bon, ça. Surtout, OK, il ne faut pas que je le dise. Pierre, il dit tout le temps, l'endroit qui vend des fruits. Voilà. Oui, l'endroit qui vend des fruits, je scrape ce nom-là. Tout le temps. Oui, c'est ça. On va Moi, je parler. devrais appeler ça la légumerie. Oui, ça serait tellement plus simple. La légumerie. Tu vois, ça va bien. Ça se dit super bien. Oui, c'est ça. On va changer les mots un moment donné, je te le dis. Là. Je te le dis, tu sais, comme coloré. Pourquoi c'est coloré? Ça devrait être couleuré. C'est une couleur. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais OK. Des difficiles problématiques. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, j'utilise ma plateforme pour parler de mes problèmes courants. C'est ça. Chacun notre métier. Oui, je pense qu'elle tient. exactement. Tu règles des problèmes aussi chez les personnes trans. Ouais. À l'actuel. Oui, Comment mais là, c'est? je suis plus là-bas, mais oui, quand j'ai commencé. Ouais. Dans le fond, c'est comme ça que je me suis comme introduite au monde des hormones. Parce que j'étais vraiment. Non, mais excuse-moi, Ouais, là, vas-y. je te coupe. Là. Mais moi, j'en reviens pas. Tu as commencé section VIH. Mhm. My God, ça devait être rough, ça. Ils t'ont pas mis dans la meilleure section, là. Tu sais, la section. Ça devait être tough. Bien, c'est sûr qu'en fait, on est chanceux de la génération. Moi, quand je suis arrivée, c'est en 2012 que j'ai commencé à traiter le VIH. Puis, tu sais, comparativement à mes collègues, donc Dr. Régent Thomas, quand je suis rentrée là, qui est bien connu en VIH, qui ont vécu ça dans les années 80, tu sais, que c'était vraiment dramatique, là, la situation pour la communauté LGBT. Mais nous, on arrive, on avait des médicaments qui fonctionnaient bien. Tu sais, je veux dire, pour moi, je suis arrivée dans la bonne partie là, du VIH. Tu sais, je suis arrivée, mes patients, ils vont bien, ils survivent, ils vivent même plus longtemps que, que les gens qui n'ont pas le VIH, qui sont pas atteints. Fait que, tu sais, pour moi, ça a quand même été assez facile. Puis j'étais bien entourée. J'ai eu des bons mentors qui étaient là justement depuis 30 ans. Là. Tu sais, fait que pour moi, ça s'est vraiment bien passé. Mais pourquoi tu dis qu'ils vivent plus longtemps que le monde? Bien, parce que justement, là, je suis jaloux, je vais prendre ces médicaments-là, moi aussi. En fait, je pense que c'est surtout parce qu'ils sont bien suivis, puis souvent, sont conscientisés des habitudes de vie aussi, là, souvent, quand ils sont suivis. Tu sais, quand tu es atteint du VIH, en fait, tu as souvent des suivis un peu plus réguliers avec ton médecin de famille, puis, tu sais, dernièrement, là, les études, c'est pas comme dans les années 80-90, mais ce qu'on constate, c'est qu'en effet, justement, les gens vont se prendre en charge, vont avoir un bon suivi médical, puis les médicaments sont beaucoup mieux tolérés qu'avant, donc... Fait que c'est ça. Fait que bref, ça pour dire que ça a été une super belle... j'ai beaucoup aimé ma pratique aussi là, à l'actuel parce que ça m'a permis de voir, tu sais, je faisais autant de la méthadone, autant que des gens qui consommaient. Tu sais, j'ai vu, c'est vraiment comme pour moi les populations plus vulnérables, c'est toujours quelque chose que je me suis sentie... Quand j'ai l'impression de faire vraiment une différence dans la vie des gens, c'est comme... c'est là que j'ai envie d'être, tu sais. Mais en même temps, là, comme j'avais cette... J'étais comme une des seules femmes. Je ne suis pas la seule femme à l'actuelle. Il y en avait d'autres aussi, mais tu sais, la plus jeune qui arrivait, puis j'étais comme la nouvelle génération. Puis là, ben c'est ça, les hormones, tu sais, ça n'avait pas nécessairement eu du super bonne presse dans le début des années 2000. Fait que moi, j'avais pas nécessairement autant cette peur-là. Donc, ils m'ont dit, ben là, Gabrielle, tu es la nouvelle génération. On a beaucoup de personnes transgenres qui voudraient avoir de l'hormonothérapie. Fait que tu voudrais te lancer là-dedans à l'actuel. Fait que j'ai dit, OK, ben oui, pas de problème. Tu sais, je vais... Fait que je me suis formée, j'avais une mentor aussi à ce moment-là. Donc là, il y avait des lignes directrices. Fait que je commençais tranquillement. Puis j'ai appris vraiment à doser des hormones avec les personnes transgenres, puis à voir quelle hormone fait quoi, puis comment on peut optimiser la qualité de vie, l'humeur, l'énergie des personnes transgenres. Fait que ça m'a permis déjà d'avoir mon premier grasp, là, de voir un petit peu comment que les hormones peuvent changer la vie des gens. C'est sûr que c'est comme une toute autre dimension. Là, que la dysphorie de genre, c'est vraiment particulier parce que quand j'en parlais un petit peu plus tôt, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, écoute, que, tu sais, ils attendaient d'avoir ces soins-là. Là, tu sais, c'est pas facile non plus d'avoir accès aux soins nécessairement. On sait que le système public aussi, il y a beaucoup de listes d'attente. Puis même moi, quand j'étais à l'actuel, j'avais comme 18 mois d'attente et encore plus là, pour me voir pour l'hormonothérapie pour les personnes trans. Puis, tu sais, pour les personnes trans, je voyais tellement une souffrance importante. Ceux qui n'avaient pas accès aux hormones puis qui devaient vivre dans le corps qui n'est pas celui qui le représente. Fait que ça a été vraiment comme révélateur, le changement que je faisais dans leur vie là, dès le début. De me dire, tu sais, je sais pas si j'aurais pu attendre un mois de plus, là, en voulant dire. Tu sais, je sais que ces personnes-là, on sait qu'ils sont plus à risque de comorbidité psychiatrique, ça c'est sûr, mais aussi de taux de suicide. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour ne pas avoir cette liste d'attente-là de 18 mois, tu sais, puis en même temps, comment je vais faire pour
malheureusement, pas avoir la charge de médecin de famille, d'avoir comme 500 à 1000 patients à voir en plus de tout ce que je veux faire d'hormonothérapie des personnes transgenres. Fait que j'ai pas le choix d'aller au privé. Là. Moi, c'était vraiment un choix parce que je me suis dit, je peux pas, tu sais, je peux pas comme manquer quelqu'un puis me dire si je l'avais vu avant, il serait peut-être plus sur cette terre. Là. Fait Est-ce que c'est pour ça que tu fais de l'esthétique? Je Ça, me c'est suis toute une posé autre la dimension. question. Oui, mais vu que tu as commencé à travailler avec les personnes transgenres, est-ce que c'était une autre façon de vouloir les aider en faisant de l'esthétique à côté? Ah, pour être honnête, c'était vraiment avant. L'esthétique, c'était OK. même pendant ma résidence. J'ai toujours juste eu un intérêt pour l'esthétique. Fait que ça, c'était vraiment plus mon côté artistique. Là. La médecine OK. esthétique, ça... Mais en même temps, oui, tout est interrelié, là, parce que les Ouais. femmes, tu sais, les trans, les femmes, tout ça, ils vont me dire toujours comme... Ben, c'est à différents niveaux, mais les trans, oui, en effet, je vais pouvoir les aider parce qu'il y a certaines techniques qu'on peut faire de la masculinisation puis de la féminisation, puis ça, c'est super intéressant. Mais aussi les femmes en préménopause puis en ménopause, parce qu'elles sont comme, ben là, je me sens super bien en dedans, mais de quoi j'ai l'air physiquement, maintenant, ça représente pas nécessairement comment je me sens. Fait que tout est comme complémentaire dans cette pratique-là, mais ça s'est tellement fait de manière en symbiose. Attends, vouloir dire, j'ai jamais cherché à faire quelque chose. C'était Tout pas est un venu. plan d'affaires, genre, Non. je vais vouloir les aider comme ça, puis en même Tu sais, temps, c'était ça va être comme profitable. trans, on m'a demandé d'en faire. Je suis comme, ben oui. Puis là, tu sais, puis quand t'es passionné puis t'aimes quelque chose, on dirait que tout vient vers toi, là. C'est comme, il y a un vortex, on dirait, qui se passe. Je sais pas, parce que... Puis, tu sais, même par rapport à l'automéno, tu sais, il y a beaucoup de médecins, malheureusement, qui trouvent que c'est difficile. Ça a été difficile, l'épisode l'automéno, parce que les femmes se sont mises à dire, ben là, c'est-tu mes hormones? Puis les médecins ne se sentent pas super formés en hormones. Puis, tu sais, sont comme on dit, on est confrontés à les lignes directrices qui disent, ben là, en périménopause, il faut que tu donnes la pilule puis tu donnes des antidépresseurs, mais les femmes veulent quelque chose de différent, puis y aurait-tu d'autres options, mais on les connaît pas, puis comment on fait pour avoir de la formation? Fait qu'il y a beaucoup, ça l'a amené un peu de la rage, un petit peu même, chez certains médecins, parce qu'ils ne pas être capable de répondre aux besoins, puis l'automéno. Ça, Mais moi, c'est le documentaire de Véronique ouais, Cloutier. OK, juste pour ceux qui ne savent Oui, pas. c'est vrai. Moi, Je j'ai l'ai l'impression... pas vu, par comme- exemple. J'en parle tous les jours, fait que j'ai l'impression que tout le monde C'est connaît ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu, là, mais OK. je sais que tout le monde en parle. Ouais, Ben, c'est ça. exactement. Puis les femmes, ça a été comme aussi, tu sais, les femmes ont réalisé, oh my God, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être hormonal, tu sais. Mais C'est peut-être pas hormonal, mais ça peut l'être, tu sais. C'est bizarre parce que même les gars ont de la misère. Tu sais, moi, mon chum, là, sa testostérone est vraiment basse, là. Puis fatigué, là, fatigué. C'est pas grave de faire ses journées, toute la quête. Ils font un test, puis ils disent non, il est basse, mais pas assez. Comment ça, pas assez? Ça y a pris 2 ans de tests. Encore, ah ouais, t'es encore basse, un petit peu plus, mais encore pas assez. Encore pas assez. Ça y a pris 2 ans, puis il a fallu que, tu sais, pour qu'il en donne. Oui, tout à fait. 2 ans, puis, tu sais, travail physique, là, c'est plate, là. Quand tu arrives à la maison, t'as plus envie de faire rien. Ils vous laissent coucher, là, tu sais, tout de suite en arrivant à la maison. On dirait, puis on est encore plus en arrière dans celle des femmes, là. Fait qu'imagine-toi quand t'arrives chez ton médecin, puis tu dis, écoute, je suis fatigué, je fais le pas, je suis plus moi. Oui, tout à J'ai fait. une question, moi, par rapport à ça. Est-ce que c'est coûteux faire un test pour savoir tes niveaux de testostérone? Ou c'est-tu une Ouais, parce que procédure lui, coûteuse? Ils disent non. Son médecin dit non. Ben, Parce en voulant qu'il dire- bande encore. OK. Mais je pense pas que ça... ouais. Non, C'est c'est pas ça. nécessairement une raison. Là. C'est sûr qu'il y a comme les questionnaires plus détaillés, là, parce qu'il n'y a pas juste la libido puis la fonction érectile qui est un symptôme. Des fois, même ça arrive un petit peu plus tard. T'sais, il peut y avoir beaucoup d'autres symptômes qui arrivent. Mais non, c'est pas une question de coût. Parce qu'en fait, couteau pour le gouvernement, là, peut-être. Là, j'avoue que je connais pas le coût de l'analyse en laboratoire du gouvernement de la testostérone, mais la raison, définitivement, pour les médecins, c'est juste parce qu'en effet, il y a peut-être un manque de formation aussi. Puis bon, eux autres, ils se disent, ben là, écoute, s'il n'y a pas tous les symptômes, est-ce qu'il y a assez de critères pour que je me lance là-dedans? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'intérêt? Il y a aussi le fait qu'un médecin de famille, souvent, il y a beaucoup de choses à gérer, hein, puis il y a beaucoup d'affaires, de to-do list. Des fois, les patients arrivent avec beaucoup... Tu sais, si tu vas voir ton médecin, des fois, j'essaie de leur donner des trucs aussi pour aller voir le médecin. Tu sais, si tu vas voir le médecin, puis tu t'es bien informé, puis tu veux dire, OK, ben là, j'ai 7 symptômes, puis je suspecte telle chose. Ça peut aussi leur permettre d'ouvrir une discussion, puis pas nécessairement aller dans d'autres directions. Parce que oui, il n'y a pas beaucoup de temps. Des fois, le médecin, il faut que tu ailles comme un objectif. Quasiment que tu aies une raison de consultation là, pour être sûr que ça se passe, parce que sinon, c'est ça. Ça peut être un peu compliqué. Puis des fois, ça va être genre, ben c'est peut-être ça, mais c'est vrai que tu n'as pas tous les symptômes, ça n'a pas l'air très grave, fait qu'on va aller aux choses qui sont plus importantes. T'es pas rendu au bout du rouleau, là, tu sais, comme ça
ça dérange pas ta vie tant que ça. Là. C'est ça. Un peu, On mais pas attend que les suffisamment. gens soient vraiment, vraiment malades avant On fait pas de tu sais, prévention, C'est ça que finalement. j'allais dire, parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, veux pas. Moi, tu sais, je travaille avec Tangerine, fait que, tu sais, je l'ai entendu, puis je le connais, Pierre, et puis on a le même âge ou presque. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ben, tu sais, peut-être que, tu sais, je veux dire, je sais pas, peut-être que je devrais checker ça, tu sais, je sais pas, tu sais, tu t'interroges, tu sais. Ouais. Mais non, ils m'ont dit non. Non. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. En même temps, c'est de la prévention. Ça dépend, tu sais, ça dépend des symptômes que tu avais, ça dépend de ce qui a été essayé. Tu sais, c'est Moi, c'est je l'ai même pas compliqué. essayé, en passant. Ouais. J'ai même pas essayé. Ils moi. m'ont pas demandé. J'ai même pas demandé. C'est sûr là, que je suis rendu là. Ça, j'ai été à voir. Non, c'est ça. Ben, en C'est sûr que je suis théorie, rendu n'importe là. quel Là, tu sais. médecin peut, tu sais, c'est juste qu'il faut juste que tu te renseignes. Faut que tu sois bien renseigné puis que tu aies un objectif. Puis, tu sais, je sais que des fois, les médecins peuvent se sentir un petit peu confrontés, mais je pense que si tu l'approches avec bienveillance puis dire, tu sais, je me suis renseignée puis je pense qu'on pourrait faire telle ou telle chose, je pense, je suspecte que j'ai... Tu sais, il y a beaucoup de médecins qui... tous les médecins sont bien intentionnés. Après ça, c'est juste des fois une question de temps, tu sais, de moyens, d'intérêt. Il y a tellement de pression aussi là, qui sont mises sur le dos des médecins, donc c'est multifactoriel, mais... Toi, tu as travaillé pour le gouvernement, puis là, maintenant, tu es rendu au privé. Ouais. Les différences sont intenses, là. Hein? Ben c'est ça, pour c'est toi. sûr que, ben, en fait, c'est parce qu'on a moins de pression. Là. Puis, tu sais, c'est un sujet chaud ces temps-ci aussi, là, mais c'est sûr qu'en effet, tu sais, on parle beaucoup de comment est-ce que les médecins, c'est la productivité des médecins et tout, mais tu sais, le système, il est problématique plus que la productivité comme telle. Là, tu sais. J'entendais à la radio comme telle qu'il y avait comme 5 des médecins qui pourraient augmenter, qui faisaient juste comme 3-4 jours semaine. Si tu enlèves tous les gens en maternité, en haut de 60 ans, tu sais, fait que les médecins travaillent fort, là. Ils travaillent beaucoup. Fait qu'à un certain moment, c'est ça, c'est que il n'y a pas tant que tu peux en faire plus. Puis quand tu te demandes à un médecin d'être plus productif, ben tu sais, lui, ça... Tu sais, quand tu dois te presser puis tu regardes ta montre, là, ben c'est stressant aussi pour tout le monde. Puis est-ce que tu donnes le meilleur de toi à ce moment-là? Tu sais, moi, je me suis rendu compte que quand j'avais à augmenter ma productivité, mon débit, tu sais, ça augmentait pas la qualité de mes soins. Puis moi, j'étais pas une meilleure médecin nécessairement parce que j'étais comme sous le stress tout le temps d'aller plus vite. Fait que, tu sais, c'est comme, tu as l'impression qu'il faut que tu ailles au pire des problèmes, puis tu t'occupes pas de l'entièreté de la personne qui est devant toi. Puis moi, ça a été ça la plus grande différence entre le public et le privé, c'est que là, c'est moi qui pouvais mettre mon temps que je voyais par les patients. Je peux prendre tout le temps que je voulais, finalement, tu sais. Oui, avec bien, les patients. moi-même, en tant que patiente, je me sens comme quand je vais voir mon médecin de famille ou quand je vais au privé, c'est deux affaires différentes pour Ouais. moi. Quand je vais voir mon médecin de famille, je suis comme, je sais qu'il faut que je me grouille parce qu'il y a du monde qui attend, genre. Je me sens comme ça, vraiment. Ouais. Ouais, je me sens comme en ligne, là, à l'épicerie, Ouais. Mais avec ça, mes c'est- sacs. Comment tu trouves maintenant ce qui parle de pour la rémunération? Ouais. Est-ce que tu penses que ça a de l'allure, tu sais, comme Ouais. ils veulent changer la rémunération des médecins? C'est, il y a- tu sais, il y a- c'est un projet de loi, là, on s'entend, là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. c'est quand même complexe, là. Mais ce qui est difficile de manière générale, c'est de demander aux médecins d'augmenter leur productivité. Tu sais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis, tu sais, c'est là où le bas blesse, je pense, parce que tout le monde fait son maximum. Il y a de plus en plus de femmes en médecine aussi, il ne faut pas oublier ça, là. Tu sais, comparativement à il y a 20 ans, les femmes, tu sais, on n'a pas l'approche n'est pas pareille. Peut-être qu'on veut prendre plus de temps. Tu sais, il y a plein de subtilités, genre les congés de maternité. Il y a plein de Ouais. choses qui est à considérer que le système est pas basé sur ça, sur le fait qu'il y a de plus en plus de femmes en médecine. Oui, mais je c'est pense ça. que Il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y a plus de congés, justement, à cause des enfants. Ouais. Les femmes sont vraiment plus proches de leurs enfants. Là. Fait qu'ils Ça prennent dépend plus des de familles, congés. là, des familles traditionnelles ou non traditionnelles. J'ai, là. C'est ça, mais- Quand on a reçu Anna Rose, qui est une infirmière dans le système ici au Québec, mais qui venait de France, tu sais, qui a été infirmière en France, puis maintenant ici. Puis elle disait que, puis c'est peut-être une partie du problème, là, elle disait qu'en France, les infirmières devaient faire beaucoup plus d'affaires. Tu te rappelles, hein? Elle disait, en France, tu fais tout. Tu fais les piqûres, tu sais, je veux dire, l'infirmière est comme beaucoup plus... Tu sais, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle demande trop de trucs au médecin. Fait que le médecin n'a pas le temps de faire sa job, qui serait de voir les patients ou je sais pas quoi. C'est juste une théorie de Mais je moi. pense que de plus en plus, on travaille en collaboration interprofessionnelle. Là. Fait que, tu sais, les pharmaciens aussi ont de plus en plus de... Tu sais, les IPS maintenant, là, qu'on a... Fait que, tu sais, il y a plein de ressources, mais c'est vrai que probablement c'est peut-être pas optimal encore. Là. Il y a définitivement des solutions qui vont être plus systémiques que de mettre la pression. J'ai l'impression que c'est plus une question, là, on est à la fin du règne. Là. Ils veulent aller chercher un peu plus de votes, puis on essaie de trouver des quick fix. Là. C'est ça Ok, qui se ouais. passe avec le gouvernement actuellement, mais c'est pas des solutions à long terme. Là. C'est comme il reste pas longtemps avant que ça puisse se faire. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais,
Non. On s'entend qu'on met des responsabilités sur des médecins que des fois, tu sais, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, je veux dire, un moment donné, je voulais aller passer une échographie au privé. J'étais obligée d'avoir une prescription de mon médecin. J'étais comme, mais pourquoi? Je paye pour l'échographie. Pourquoi je pourrais pas juste payer pour l'échographie? J'ai jamais compris ça. Oui, mais ça, en fait, c'est comme normal dans le contexte où il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ton échographie. T'sais. Après ça, toi, tu peux décider, mettons, si tu prends ta requête de ton médecin pour aller au public, ça va être un petit peu plus long, mettons, à l'hôpital, ou aller au privé, où est-ce que ça va être un petit peu plus rapide pour avoir ton résultat. Mais tu pourrais pas toi-même t'auto-prescrire, mettons, un écho, parce que qui c'est qui le recevrait, ton échographie, mettons? Ben, tu pourrais l'envoyer à ton médecin. Mais Ouais, pourquoi par tu la serais suite, obligé mais- d'aller chercher la prescription pour aller à l'échographie? Puis après ça, tu sais, je veux dire, c'est un rendez-vous pour C'est ton rien. médecin qui décide la pertinence. C'est lui qui va OK. dire, ben premièrement, toi, tu le sais pas. Si tu une écho, tu as besoin, ou c'est un IRM, ou c'est un scan, ou c'est un. Fait que, tu sais, c'est ton médecin qui devrait dire, ben là, c'est quoi la problématique, puis moi, je vais te dire qu'est-ce que tu as besoin comme examen. Fait que c'est plus dans ce contexte-là là, que tu as besoin d'une évaluation avant d'avoir un examen comme tel. Mais, tu sais, bref. Au moins, le privé, c'est ça, ça permet d'avoir un accès un peu plus rapide pour plusieurs personnes, pour plusieurs services. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai vu les bénéfices dans ma pratique, c'est sûr, parce que c'est ma qualité de pratique qui en a vraiment bénéficié. Là, après ça, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de contexte politique autour de tout ça. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Mais je peux comprendre, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui est en changement de sexe, tu sais, c'est sûr et certain que cette personne-là va avoir tout le temps possible pour pouvoir parler de comment elle se sent, là. Ben oui. Qu'est-ce qui En se même passe temps, avec elle. Tu penses que tout patient aimerait avoir le temps de parler à son médecin comme il faut, là. Je pense que n'importe quel sujet, mais c'est sûr que oui, quand il y a des sujets qui sont un peu plus, on pourrait dire délicats, plus intenses, au niveau psychologique aussi, tu veux... moi, la préménopause, c'est là que je trouve ça le plus valorisant de pratiquer aussi, là. C'est quand tu rentres dans le psyché, quand tu rentres dans les vulnérabilités de l'être humain, là. C'est vraiment ça, là. Je trouve que c'est... C'est parce que pour moi, c'est ça que j'aime le plus faire. Mais est-ce que tu ressens la même chose aussi en esthétique? Oui, oui, c'est sûr que, maintenant, l'esthétique, il y a beaucoup, beaucoup d'offres maintenant. Hein. Fait que c'est de plus en plus populaire et tout. Mais c'est vrai que quand les gens consultent pour l'esthétique, il faut quand même aller au-delà de juste l'apparence. Il faut aller voir qu'est-ce que les gens vont aller chercher, c'est quoi leurs objectifs. Puis c'est pour ça que ça se vient tellement bien s'immiscer avec l'hormonothérapie, parce que y a-tu quelque chose sous-jacent à ça? Est-ce que c'est... comment toi, tu te sens? Est-ce que ça va pas bien avec ton partenaire? On va pas nécessairement toujours rentrer dans l'intensité de la vie personnelle de chacun de nos patients en esthétique, mais on va développer cette relation-là, puis on va pouvoir voir, y a-t-il quelque chose sous-jacent à tout ça? Pour aussi qu'il n'y ait pas d'abus non plus dans les excès au niveau de l'esthétique. Il faut savoir avoir une approche pour vraiment savoir cibler s'il y a autre chose en dessous de ça, en dessous de ces demandes. Ça t'arrive-tu, comme de refuser du monde? Ah oui, ça arrive. Ben oui. Mais il y a des gens, en même temps, c'est encore là, c'est peut-être la façon que j'ai de voir de manière plus humaine les gens, mais toutes les fois où je me suis fait faire des demandes que pour moi, il n'était pas raisonnable, j'ai quand même essayé de ne pas perdre cette patiente-là, de ne pas lui dire, ben non, moi, je ne suis pas le médecin pour toi, ou je ne suis pas... puis de juste comme pas injecter ou décider de un peu comme la rejeter, on va pas la rejeter, là, mais tu sais... Puis en fait, qu'elle se sente rejetée. Parce que c'est ça, en fait, c'est que même si toi, tu as l'impression comme médecin que c'est pas nécessairement approprié pour elle, elle voit les choses différemment. Puis il y a une raison derrière tout ça. T'sais. Fait que c'est comme... Des fois, j'aime ça, c'est de voir, puis... mais c'est quoi... À quoi tu veux ressembler? Toi, c'est quoi tes objectifs? Puis pourquoi tu veux avoir ça? C'est comme... Là, je pense à plein de choses en même temps dans ma tête, mais c'est un petit peu ça, comme de venir un peu établir cette relation-là pour essayer de... Ou des fois, changer un peu les objectifs, mettons, de leur... Oui, c'est ça. C'est comme de pas juste comme dire non, puis là, tu sais qu'ils peuvent tomber sur quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils vont pas avoir nécessairement cette aptitude-là à aller juste à les garder, mais à savoir mettre des réserves. Oui, bien, je comprends très bien, là, parce que si tu la renvoies, elle va aller voir quelqu'un d'autre qui va le faire. Si c'est pas un médecin, elle va aller voir quelqu'un d'autre. On seul. espère que tout le monde qui travaille en médecine esthétique sont capables d'avoir cette discussion éclairée avec leur médecin, avec leurs patients-là. Mais... Je crois qu'il y en a qui ont des visions peut-être différentes. Je pense que c'est juste des visions différentes d'un look, d'un look complet. Il y en a qui, je veux dire, d'après moi,
On voit tous les styles, là? Ben, tout à fait. Puis les gens, en même temps qu'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent un certain style aussi. C'est pas le style d'un autre injecteur. Fait que, tu sais, c'est ça. Aussi, on représente un petit peu le style qu'on attire, finalement, là. Je pense que... Fait que, ouais, c'est sûr que... Oui, c'est vrai qu'il y a des endroits que on dirait que tous les patients reflètent ce look-là. Là. J'ai remarqué certains endroits. Il y en a pour tous les goûts, on pourrait dire. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, oui. J'ai vu dans ta pratique esthétique, tu avais comme une panoplie de traitements pour la santé sexuelle aussi. Oui. Comme... C'est donc bien cool. Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu sais, en général, je dirais qu'on n'en parle pas beaucoup là, de l'impact du manque ou des carences hormonales au niveau de la paroi vaginale, au niveau de la vessie. Moi, j'essaie de faire beaucoup d'enseignements à mes patients pour leur dire, ben, tu sais, quand tes fluctuations hormonales commencent, ton estrogène va quand même graduellement diminuer. Puis l'estrogène, ça amène l'hydratation, ça amène le glycogène dans tes cellules. Fait que c'est pour ça que les femmes vont me dire des fois, ben, tu sais, ma peau est sèche, mes muqueuses, des fois les yeux sèchent, la bouche sèche, mais le vagin sèche aussi. Fait que dans le fond, la paroi vaginale, définitivement, va s'assécher. Fait que je te dirais que les premières lignes de traitement, ça va être de remettre de l'estrogène vaginal quand les symptômes sont plus locaux. Puis des fois, les femmes vont avoir sécheresse vaginale, douleur pendant les relations, des fois incontinence, à l'effort, mettons, si tu éternues, si tu tousses, ou de la vessie hyperactive. Fait que ça peut être dû à une carence d'estrogène. Fait que des fois, je commence, par exemple, par des comprimés ou des crèmes d'estrogène vaginal pour vraiment venir aider la muqueuse, dans le fond. Fait que ça, c'est le fun. En même temps, il y a des femmes ou bien qu'ils n'aiment pas appliquer des crèmes, ils trouvent pas ça le fun d'avoir des dépôts, ou des fois, ils sont moins constantes, puis où les symptômes, ça persiste malgré ça. Fait que oui, il y a des lasers qui existent aussi. Le laser, moi, que j'aime beaucoup, celui que j'ai à ma clinique, c'est le laser, c'est un herbium qu'on appelle, donc c'est un laser Diva. Fait que dans le fond, c'est comme un dilatateur, là, en fait, c'est comme un... Ça peut ressembler à un dildo, mais c'est un dilatateur. Ça tourne à l'intérieur. C'est vraiment juste comme un laser qui tourne, puis ça prend comme 3 minutes comme tel. Là. C'est vraiment petit. Y a-tu de la douleur? Non, mais en fait, très peu, je te dirais. Fait que dans le fond, là, tu me parles d'un laser puis un dildo, là, il me semble que ça va pas ensemble. C'est pas du tout la même utilité, mais c'est juste des fois pour l'expliquer de quoi ça a l'air. Dilatateur, c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est plus les physiothérapeutes qui vont dire dilatateur, puis sont comme, c'est quoi? Ben c'est ça, la forme d'un pénis, puis c'est vraiment ça. Fait que dans le fond, il est inséré, il ne bouge pas. Et puis, en fait, le laser comme tel, il va être rétracté de l'embout. Puis, il va faire des micro-perforations, dans le fond, pour venir régénérer. Fait que c'est le processus de régénérescence tissulaire. Donc, le corps veut se réparer, fait qu'il va augmenter son collagène, élastine localement. Puis, on peut faire des protocoles quand c'est toute la paroi, quand c'est plus au niveau de la vessie. Fait qu'il y a différents protocoles si tu veux traiter différentes problématiques, dans le fond. Puis, en fait, non, on fait venir la patiente une trentaine de minutes avant. On peut mettre une xylocaïne gel à l'intérieur. Fait que ça gèle. Ouais, mais c'est... Les gens vont dire 3/10 de douleur, le maximum, mais ça dure 3 minutes. C'est vraiment rapide. C'est comme dispendieux, là? Comme, tu sais, on évalue là, par des signes de pièces comme au restaurant. C'est 1, 2 ou 3. En fait, dispendieux, c'est sûr que c'est des technologies qui ne sont pas données. Mais tu sais, moi, je le dis aux femmes, en fait, c'est ça que, en effet, commencer par les traitements qui sont Santé Canada, tu sais, allez-y avec les crèmes d'estrogène et tout. Puis si ça persiste, les lasers fonctionnent. Mais c'est 3 séances. Habituellement, ça dépend aussi des cliniques. Il y a peut-être des cliniques qui sont... Il y a d'autres, je ne suis pas la seule que ça. Hein, fait que vous allez vous renseigner, aller voir s'il y a d'autres lasers. Il y a des lasers CO2, il y a des gynécologues qui font ça aussi. Donc, je te dirais peut-être de manière générale... 1 000 $ par traitement, ça peut ressembler à ça. Okay. Mais ça dépend parce qu'il y a aussi des radiofréquences, il y a de tout... Traitement, on parle une séance. Une séance, c'est ça. Puis, dépendant des protocols, ça peut varier. Le mien, c'est 3 séances. Ça se passe de 4 à 6 semaines. OK, puis c'est comme quand tu es allé là, faut-tu tu mettre de la glace là-dessus pendant une couple de jours? Non, pas du tout. C'est vraiment bien toléré. Non, c'est vraiment parce que c'est à l'intérieur. Dans le fond, le laser, il est vraiment à l'intérieur. On arrête juste où est-ce qu'il lui reste. Non, mais c'est pas... Non, il n'y a pas... Des petites compresses. On préfère les grosses consus. C'est le temps de starter ton Ice Bucket Challenge. Ouais, c'est ça. C'est ça, excusez-moi. Ouais, c'est ça, mais c'est correct, même si c'est à l'intérieur, mais là, tu dois avoir un break de sexualité. Oui, pour 2 jours, habituellement. Puis avoir des petits saignements, mais habituellement, c'est vraiment bien toléré quand même. Là. Après, on va dire des fois d'éviter pour les infections, mettons, de ne pas aller dans les spas pour une semaine, choses comme ça. Mais ça, c'est des recommandations propres à chaque spécialistes qui vont le faire, là, médecin. OK. Puis aussi, il y a comme la chaise, hein, qui comme améliore ton le MCLA, plancher. Ça, je l'ai déjà fait. Okay. C'est comme un EMS, finalement, comme plancher pelvien. Le Slim Wave, mais pour le vagin. Ouais, c'est parfait, ça.
Fait que, tu sais, pour les femmes qui font des Kegel ou qui sont acheté le Périfit ou qui ont vu des physios périnéales, puis là, sont pas constantes, puis ont de la misère à faire leur exercice. Fait qu'il y a d'autres options, en effet. Donc, les autres options seraient, par exemple, cette chaise-là sur laquelle tu es assise, ça envoie des ondes électromagnétiques dans le plancher pelvien. C'est comme si tu faisais comme 12 000 Kegel sans avoir à faire l'effort. Fait que ça peut vraiment aider. Puis oui, il y a des femmes que ça les a vraiment beaucoup aidées. Il y avait une femme, elle faisait du cheval, puis elle était comme, tu sais, en plus, quand tu es sur un cheval, tu peux pas te squeezer les jambes, hein? Il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Fait que ça l'a vraiment, elle avait réussi à refaire d'équitation. Tu sais, ça arrive des success stories, qu'elle m'appelle, là, mais ils sont encore là. Moi, je révise, être sûr qu'ils ont passé toute la gamme des lignes directrices. Puis après ça, il y a des options qui sont des options comme des lasers ou des technologies là, qui peuvent être discutées. Cette chaise-là, je veux dire, c'est comme, faut que tu la fasses tout le temps. Là. Ou tu fasses des exercices chez vous. Comme ça donne un boost. C'est un peu ça le OK. but. Là. Dans le fond, c'est comme 6 séances. On peut faire comme 2 par semaine pour 3 semaines. Puis ça donne un boost de force. Fait qu'après ça, oui, des fois, je trouve qu'il y a des femmes, des fois, qui ont l'impression qu'après ça, ils contrôlent mieux leur plancher pelvien parce que c'est comme si le muscle est un petit peu plus fort. Fait que c'est plus facile de faire leur exercice de physio, par exemple, par la suite. Fait que, ouais, ça peut être une option juste pour comme un petit boost de force, finalement. Moi, j'ai fait une fois. Là. J'ai essayé ça une fois. Ça fait rien une fois. Là. Ça fait non, rien c'est ça, une fois, c'est pas suffisant. Mais j'ai trouvé ça cool comme feeling. C'est comme des petits chocs. Oui, c'est comme une petite vibration, mais c'est vraiment pas douloureux. Tu es complètement habillé, tu es assis, y a pas. C'est vraiment assez simple. Là. Lunchtime technique. Oui, c'est vraiment des exercices pour paresseux. Là. Ouais. C'est parfait, on aime ça. Ben oui, ça peut aider les femmes, tant mieux. Oui. Et j'ai vu aussi un autre truc avec le PRP. Là. Quand tu prends. C'est ça, c'est bien ça, le PRP. Oui. Quand que tu fais. Quand tu prends le sang. Tu l'amènes dans la centrifugeuse. Exact. J'ai-tu eu le bon mot? Exactement. Je l'ai pas scrappé. T'as-tu entendu ça? Oh my God! Je le note. Non, mais tu sais, on va me mettre en ligne pour le Collège des médecins, moi aussi. Et oui. Puis là, on prend le blanc, le plasma, I guess. Puis on le met partout. C'est ça, fait que tu peux le faire partout. En fait, c'est vrai qu'en médecine esthétique, c'est utilisé même au niveau du visage, beaucoup au niveau du cuir chevelu là, pour régénérer les follicules pileux, mais bon, ça va aider aussi la croissance des follicules, bref, le diamètre des follicules. Fait qu'il y a plein de choses, ça peut venir aider, mais au niveau sexuel, en fait, c'est vrai qu'on peut injecter au niveau du clitoris et du point G. Fait qu'il y a des zones particulières où on peut en mettre. Ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, je le connais, je fais cette technique-là. En même temps, par exemple, quand je prescrivais pour la femme, là, on parlait de la testostérone chez la femme. Tu sais que quand on en met, la testostérone, un peu comme la DHEA, en fait, tous les androgènes, il y a des indications pour la sécheresse vaginale. Mais quand c'est appliqué au niveau de la vulve, ça va aider un petit peu la qualité des tissus, puis la sensibilité du clitoris aussi. Fait que moi, c'est sûr que je ne suis pas une très bonne vendeuse dans ma pratique, pour être honnête. Fait que oui, ce PRP-là, au niveau du clitoris puis du point G, il y a des femmes qui ne jurent que par ça, qui ont adoré de faire ça. Parce que en fait, tu veux régénérer tes tissus, tu veux augmenter ta vascularisation locale et tout. Fait que, tu sais, il y a des femmes qui adorent ça. Mais j'ai trouvé que les femmes qui avaient une perte de sensibilité en préménopause, en ménopause, des fois d'appliquer un petit peu de testostérone au niveau du clitoris, comme les femmes qui ont du lichen scléreux. Là, c'est sinon, quand je te parlais de dermatologie vulvaire, là, moi, je faisais beaucoup de pathologie au niveau de la vulve. Mais ça aussi, ça peut aider parce que des fois, le clitoris est comme encapuchonné. Tu viens de me dire il y a bien d'affaires. On n'a aucune idée c'est quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a trop d'affaires. Ouais, mais tu sais, il y a des affaires que ça peut vraiment aider, dans le fond, d'avoir un petit peu de testostérone au niveau du clito. Puis je trouve que j'ai plus d'expérience clinique, mais je trouve que ça fonctionne bien. Je peux pas dire plus que le PRP, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'expérience clinique puis les femmes sont très satisfaites. Bref, il y a plein de choses qu'on peut offrir, finalement, dépendant de la problématique. C'est juste d'avoir une panoplie d'options pour les femmes. Mais c'est quoi l'autre mot que tu as dit, là, l'autre problème qu'on peut avoir? Scléreux. Oui. C'est quoi ça? C'est une maladie auto-immune de la vulve. Fait qu'il y a des femmes, des fois, qui vont se mettre à avoir... Tu sais, ils vont penser des fois que c'est des vaginites, là. Ça se passe beaucoup vers la ménopause. Puis ils vont avoir comme de la démangeaison locale au niveau de la vulve. Puis moi, quand, mettons, à l'examen, là, je vais voir, oh my God, les petites lèvres, ils ont comme vraiment... sont vraiment, vraiment petites. Même des fois, sont fusionnées aux grandes lèvres. Puis la peau peut devenir blanchâtre, plus mince, plus friable, on pourrait dire, là, dans le fond, elle est plus hypertrophique, mais en fait, elle a l'air plus friable, puis ça fait plus mal, ça peut démanger, ça peut fissurer.
En tout cas, Wow. bref, fait que c'est une maladie qui est Ça vient auto-immune. sec, ça, d'abord. Ouais, c'est ça. Ça doit être sec. Mais c'est ça, fait qu'il faut le traiter. Là. Ça, c'est quand même quelque chose. Si vous avez des symptômes au niveau de la vulve, tu sais, une vaginite, puis ça part avec un petit traitement de vaginite, ça va. Mais si ça persiste, arrêtez des fois de mettre des crèmes de vaginite à l'infini. Il faut consulter parce que des fois, il peut y avoir des maladies dermatologiques de la vulve, justement, ou d'autres problématiques. Donc, c'est quelque chose qui se passe. Mais ça Consultez. arrive d'être comme un moment donné résistant aux crèmes puis aux médicaments. C'est là. possible. Il y a des germes, par exemple, comme des candidoses ou des candidats albicans qui sont atypiques ou qui répondent pas nécessairement au même traitement. Fait que, ouais, c'est sûr qu'en faisant d'être dans ce domaine-là, j'ai vu de tout, mais tu sais, quand même, ça vaut la peine d'aller consulter, être sûr. Justement, il n'y a pas d'autres traitements ou il n'y a pas d'autres choses à la place d'une vaginite qui répond pas, mettons. Ah, il a été tellement passionné de ça. C'est fou. Ouais, C'est fou. Là, t'as pris d'autres formations en Europe. C'est ce que tu me disais Oui, ben, tout c'est à pour l'heure. la dermatologie vulvaire avec Dr Micheline Moyal-Baraco, qui n'écoutera pas, que je salue, qui est à Paris. Mais c'était tellement inspirant, cette femme-là. C'était une dermatologue. Tu sais, j'ai habité chez elle pendant un mois, là. Tu sais, Ah, comme dans ouais. un super beau quartier de C'est Paris. donc J'ai bien tellement été... gentil. C'est vraiment, là, c'était comme une expérience incroyable. Bon, en tout cas, c'était fou. Mais pour dire que elle a traité beaucoup de problématiques vulvodynie. Fait que des gens qui ont de l'hypersensibilité au niveau de la vulve, puis ils trouvent pas de problématique. Là, fait que des fois, ils vont vraiment faire des tests de Q-tip, puis c'est comme les nerfs sont plus sensibles, mais il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de dermatite, il n'y a pas de problème. Plus la dyspareunie, plus des douleurs pendant les relations sexuelles, justement, donc à la pénétration. Fait que, c'était passionnant. Là. C'est vraiment... Moi, j'ai adoré ça parce que je pense que c'est le fait que c'est un domaine... C'est ça. Tu sais, pas honteux, mais on dit que les femmes sont pas à l'aise d'en parler. Fait que j'ai l'impression de vraiment apporter quelque chose. Je sais pas. C'est comme quelque chose... Quand je rentre dans l'intimité, la vulnérabilité, j'ai l'impression vraiment que je fais une différence. Ben, t'as bien raison. On a honte d'en parler parce que tout de suite, quand un vagin sent moindrement, il y a tellement De stigma. de stigma avec ça. Partout sur les réseaux, tu sais, les jokes qui sont faites sur les vagins qui sentent, qui ont des pertes. C'est dégueulasse. C'est comme, crime des pertes, c'est normal. Les odeurs, c'est normal. Je veux dire, écoute, Ah ouais. c'est un vagin. Là, C'est un four pas... auto-nettoyant. Tu n'es pas obligé de te nettoyer ça, là, mettre rien là-dedans. Le moins t'en mets, le mieux c'est. C'est sûr que... Savais-tu, Gabrielle, que dans le temps, là, des années comme 50, 60, là, j'ai vu des annonces qu'ils disaient des femmes, s'ils ne sentaient pas fraîches, d'utiliser du Lysol avec de l'eau pour faire des douches vaginales. Wow. Oui, recherche ça, là, c'est terrible. Oui, des journaux, comme si ton chum veut pas veut pas coucher avec toi, c'est peut-être parce que tu as une odeur, fais-toi un lavement, là, tu sais. Wow. Genre, Je avec sais du pas, ces femmes-là qui ont Lysol. dû faire ça, je sais pas si c'est comme ils ont dû avoir des brûlures, tu sais, sévères, là. Tu sais, c'est comme... C'est incroyable, là. J'en reviens pas comment c'était mal vu. Puis c'était la faute, c'est la faute de la femme parce qu'elle, supposément, a pu que le gars veut pas baiser avec. T'sais, Non, c'est sûr. Là, c'est comme... ça n'a pas rapport avec lui qui est peut-être fatigué ou que lui-même, il est en perte de libido. Là. Ah non, puis de toute façon, les odeurs changent. Tu sais, c'est sûr que quand les femmes, si vous avez l'impression que votre odeur, elle a changé, c'est bien de consulter, là, parce que ça peut arriver qu'il y ait une infection, puis ça se traite, puis c'est fini après. Là, tu sais, je veux dire. Mais c'est vrai que des fois, les femmes, quand ils ont un manque d'estrogène, en périménopause, ménopause, ils vont me dire des fois que les sécrétions sont différentes, les odeurs peuvent être différentes aussi, tu sais, mais c'est pas... ça peut être juste un spectre de la normalité, finalement. Là, tu sais, c'est pas nécessairement anormal, sauf si ça te dérange. Si toi, ça te dérange comme tel ou ça dérange ton partenaire, mais c'est comme je te dis, là, c'est important de consulter si toi, c'est quelque chose que tu trouves anormal pour toi. Mais où c'est que ça vient, cette passion-là? De toute la Oui, santé mais sexuelle? pourquoi tu n'es pas devenue gynécologue? Ça, c'est... Bien, c'est ça. En fait, comme je te disais, pendant ma résidence, j'aimais vraiment ça, faire des accouchements. C'est comme le seul... Je pense que si j'étais devenue gynécologue, j'aurais probablement été faire des accouchements. C'est vraiment ça qui me passionnait. Mais en même temps, ça reste que la gynécologie, c'est beaucoup une spécialité chirurgicale. T'sais, ils vont faire des césariennes, ils vont faire des opérations, ils vont enlever des utérus. Moi, je n'étais pas une chirurgienne. Moi, je suis une clinicienne. T'sais, j'aime vraiment ça, parler avec les gens. C'est la relation humaine qui me fascine. Fait que je me voyais pas faire 5 ans de résidence plus en chirurgie. Puis finalement, tu sais, pas pouvoir autant voir la personne dans tout son ensemble, pas juste nécessairement la sphère gynécologique. Fait que moi, je trouvais d'être médecin de famille, ça me permettait vraiment d'évaluer l'être humain dans sa globalité. C'était vraiment ça que je voulais. Mais c'est vrai que finalement, je fais beaucoup...
Je m'intéresse beaucoup à la gynécologie puis à l'endocrinologie. C'est vraiment ce qui me fascine le plus. Mais y a-t-il une façon, si tu t'en vas endocrinologue, ça va limiter ta pratique? Ben non, pas, ben, je veux dire, c'est sûr que là, à ce stade-ci, moi, je ne referais pas une résidence, là, parce qu'il faut que tu refasses quand même une résidence en spécialité. C'est ça, mais en même temps... C'est quoi qu'on te demande si tu veux te spécialiser comme ça? C'est combien d'autres années? Oui, c'est ça. Ça aurait été 3 ans de plus. Là, moi, j'ai fait 2 ans en médecine de famille. Ça aurait été 5 ans en spécialité. OK, oui. Fait que ça a été 3 ans de plus que ce que j'ai fait. Mais ça, à ce moment-là, j'avais pas... moi, j'étais très contente d'être médecin de famille. Là. C'est ça que je voulais faire. J'ai jamais voulu être spécialiste. C'est pas comme quelque chose que je voulais. Puis en même temps, la médecine de famille, c'est que ça te permet tellement de faire tout ce que tu veux. Tu peux vraiment aller toi-même chercher une expertise puis faire le type de médecine que tu veux. Là. Parce que justement, c'est une question de tes intérêts puis de la clientèle que tu vas avoir. Oui, c'est ça. Puis en étant au privé, tu peux faire plus un choix éclairé sur le type de clientèle. Mais c'est que tu n'as pas la pression. Comme je te dis, j'avais comme des responsabilités par rapport au gouvernement, tant de patients à avoir. C'était plus ça. C'est que j'avais une responsabilité de médecin de famille qui faisait que j'avais une liste d'attente trop importante pour ce que je voulais vraiment faire. Mettons la santé vulvo-vaginale ou les transgenres. C'est juste que j'avais plus de temps parce que j'avais une grosse charge. C'est plus pour ça. Puis en ce moment, dans ta pratique, les personnes transgenres, ça comporte à peu près combien de ta pratique? Combien de pourcentage? Oui, bien, je te dirais, mettons, 30 20, 30 quand même, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vraiment quand même. Parce que, mais depuis que tu as commencé, ça a changé beaucoup? Ben, tu sais, c'est ça. Quand j'ai commencé à l'actuel, il y a quand même quelques-uns qui m'ont suivi après ça quand je suis allée au privé. Mais en même temps, c'est que la demande, tu sais, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens te connaissent dans le milieu, là, fait que la demande est là. Puis, contrairement, ben là, c'est sûr que j'ai de l'aide. Là, maintenant, j'ai des infirmières cliniciennes puis une IPS qui sont là avec moi, fait que j'ai moins d'attente. Mais, tu sais, même quand j'avais beaucoup d'attente, à un moment donné, j'avais 1 an en hormonothérapie d'attente, là, tu sais, au privé quand même. Bien là, je me faisais toujours un devoir de voir les personnes transgenres dans les 6 semaines. T'sais. Puis au pire, là, 2 mois, mais c'est comme j'aimais pas ça. Là, je voulais vraiment comme les prioriser. Fait que... Mais là, j'ai quand même une meilleure équipe. Là. J'ai réussi quand même à former. Fait que j'ai un peu moins d'attente, mais quand même... Oui, c'est ça. Fallait faire des choix pour prioriser les gens que tu as l'impression que... C'est ça. En fait, tout le monde souffre. Là. J'aimerais savoir tout le monde rapidement. Oui, c'est ça. Mais je veux savoir pourquoi que tu vois ça en priorité. Parce que tu vois pas comme qu'il y a d'autres mondes qui peuvent les comprendre aussi bien que toi? Ou c'est vraiment un manque vis-à-vis du système de santé? Je sais pas. Je te dirais que... Parce qu'en fait, tu sais, la ménopause, la préménopause, moi, je dis toujours à mes patientes, votre médecin de famille peut vous les prescrire, vos hormones. Là. Il suffit juste que vous arriviez avec, à la limite, un peu de littérature scientifique si votre médecin est un petit peu réfractaire. Tandis que la médecine transgenre, ben, tu sais, à mon expérience, c'est plus difficile d'avoir accès à un médecin. T'sais, ils vont me dire des fois, ben là, c'est vraiment une médecine, la médecine transgenre. Fait que c'est pas tout le monde qui va le faire. Il y a des médecins de famille qui vont dire, ah ben gars, je vais aller lire un peu à ce sujet-là, puis je vais réussir à l'aider, mais il y a quand même toute une discussion, il y a des chirurgies, il y a beaucoup de choses, là, la fertilité, la contraception. C'est quand même une science en soi. Fait que c'est sûr que c'est plus complexe, je dirais, pour quelqu'un qui commence que de prescrire de l'hormonothérapie. En même temps, l'hormonothérapie, moi, je vois les cas plus complexes. Fait que c'est ça. Mais tu sais, définitivement, pour un médecin, mettons, de première ligne, je pense qu'ils sont plus à l'aise de manière générale à partir de l'hormonothérapie ménopause, préménopause, que la médecine transgenre quand on n'a jamais fait. Mettons. Okay, ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait une plus grande détresse d'accès chez les personnes transgenres. Fait que c'est pour ça que j'ai priorisé en fonction de... C'est ça. Mais j'avoue que un médecin généraliste aurait de la difficulté, médecin de famille aurait de la difficulté à arriver avec quelqu'un de transgenre, d'être confortable Oui, mais il y a beaucoup de choses à parler. Là. Il y a beaucoup de choses. Il y a toute une dimension. Moi, j'ai des collègues qui, si j'ai besoin de faire une hystérectomie, je sais à qui référer. Si j'ai besoin d'avoir la voix, travailler la voix. C'est ça. Fait que, tu développes aussi un réseau. Là. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile quand tu sors de ton domaine de pratique. J'en doute pas. On prend une petite pause. OK. Docteur Gabrielle Landry, allez voir ses réseaux sociaux. Elle explique plein de choses. C'est super complet. Aussi, si on veut te contacter pour quoi que ce soit, on veut te poser des questions. Où est-ce qu'on peut les voir, ces réseaux? C'est quoi ton Instagram? Oui. Gab_Landry, puis aussi dr.Gabrielle Landry, ensemble. C'est DRE? DR, non, juste DR. Gabrielle Landry. Ouais, ben,
T'es Je sais sûr? pas. Je sais pas, il me semble que j'ai écrit DRE. Ah ouais? OK, je pense que ça me semble que c'est des On, R. on va aller checker. Veux-tu? Je vais checker ça tout de suite pour pas faire d'erreur. OK? Non, mais c'est vrai parce que c'est comme ça que je te tag. Fait que sûrement que tu sais mieux que moi. Non, Mais vaut mieux être sûr. c'est ça. Non, ben oui, t'as bien raison. Ah Pourquoi ouais. d'abord j'ai Je DRE? sais pas. Ah ben, DR, point. Tu vois, je me suis assassiné pour rien avec quelqu'un de super plus intelligent que moi. Rien de moi. C'est correct. Ben non. Non, mais c'est ça. C'est dans mon monde, le monde de Tangerine, mais moi, je suis pas parfaite. Fait que je suis correct avec ça. Je suis correct avec ça. On revient après la pause avec Dr. Gabriel Landry. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On répond aux questions dans le prochain bloc. N'hésitez pas. Il nous reste pas grand temps en plus parce que Gabriel doit quitter bientôt. Donc, écrivez ça. On revient après la pause au monde de Tangerine. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant. Nous sommes de retour avec Dr. Gabriel Landry qui nous parle d'hormones, sa pratique. Mais là, je veux savoir un petit peu plus sur elle, parce que c'est super intéressant, son métier, mais elle, comme si, c'est qui elle? Tu sais, une belle femme comme ça, premièrement, quelle sorte de crème tu utilises? On veut savoir. À toutes les fois que j'ai vu dans une entrevue, j'étais comme, oh my God, sa peau est toute belle, elle est toute brillante. Ben là, écoute, c'est désolé. Non, mais pour vrai, je pense que de manière générale, la prévention, là, ça dépend tout le temps de quel âge, mettons, si je peux te donner comme les recommandations que je fais à mes patientes, mettons. Parce que c'est sûr que moi, oui, j'ai commencé quand même assez tôt la toxine botulique, là. OK. Ouais. Parce que dans le fond, j'avais quand même une peau super mince, puis vraiment comme un peu eczéma, là, la peau mince. Fait qu'elle ridait facilement, là. Fait que j'ai commencé dans la fin de ma vingtaine, quand même, la toxine botulique. Puis les agents de comblement, bref, juste à petite dose. Là. Ben c'est ça, mais là, il faut que le monde comprenne, là, Ouais. le botox, là, ça se met pas dans les lèvres. Non. OK? Ça, arrêtez exact. ça. Mais ça se met autour des lèvres pour le botox c'est lip ça. lift. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. moi, quand les filles qui sont botoxées, ça paraît même pas, là. Tu sais, comme Non, je veux c'est dire, ça. à moins que t'en aies mis vraiment beaucoup et t'es plus capable de bouger. C'est ça. Souvent, les gens, T'sais. quand ils vont dire ça, c'est plus parce qu'ils ont peut-être eu des chirurgies. Là, parce que, tu sais, c'est... En théorie, quand c'est bien fait, de manière naturelle, ça paraît pas. C'est juste une belle fille. Bref. Mais je peux te donner comme mes trucs de manière générale. Mettons, je peux te donner comme des petits cues. Tu sais, je trouve que quand on est un peu plus jeune, pour la coloration de la peau, mettons, pour l'uniformité du teint, puis quand tu n'es pas nécessairement rendu à vraiment traiter là, la qualité de ta peau comme telle, bon, les technologies comme l'IPL ou le BBL que nous, on a, j'aime beaucoup parce que ça va justement, c'est une longueur d'onde qui va aller chercher ton pigment, donc ou la rougeur ou le pigment. Fait que ça va aider à uniformiser le teint. Moi, j'ai commencé ça quand même un petit peu plus tôt pour avoir un teint un peu plus uniforme. De manière générale, c'est sûr qu'en skincare ou en cosmétique en français, dans le fond, ce qui est important, puis sûrement que tu le sais, mais c'est comme le sérum de vitamine C. Fait que le matin, ce qui est le plus étudié pour ton antioxydant, dans le fond, qui va te protéger des rayons du soleil, c'est vraiment ton sérum de vitamine C. Puis le soir, le rétinol, je dirais. Puis le summum de tout ça, c'est ton FPS. Donc, ta crème FPS à tous les jours. Mais c'est drôle, moi, j'en utilise pas de vitamine C. Okay, parce que j'utilise. Oui, parce que moi, j'utilise de l'Arginine, puis ça va pas ensemble, la vitamine C. Puis oui, c'est ça. Arginine, c'est sur ta peau ou tu mets. Oui, sur ma peau. Comme sérum. Puis ça va pas avec la vitamine C. Fait que. C'est ça. J'avais choisi ça à la place de la vitamine C. Au pire, c'est pas mauvais des fois de faire d'alterner. Moi, je le connais moins, pour être honnête. Oui, c'est ça. Moi, j'utilisais ça à la place de la vitamine C parce que moi, j'ai des. En plus, j'ai des freckles tatoués. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis je sais que ça peut éclaircir la peau. Fait que je veux pas enlever mes freckles tatoués. OK. Ben, je sais pas si la vitamine C enlèverait les freckles tatoués, mais c'est quand même... Ben, en fait, quand je l'utilise en micro-needling, en détatouage, je l'utilisais en micro-needling à la fin, quand il restait un peu d'encre. Ça l'aidait beaucoup à pâlir. Ah, OK. Ouais. Bon. C'est ça. Fait que, si t'as après ça, les hydratants, ça dépend de chaque personne. Là. C'est sûr qu'il y a certaines gammes que j'aime plus que d'autres, mais bon. Mettons, la sérum de vitamine C, ton FPS, ton rétinol le soir, c'est déjà quand même une bonne base. Là, après ça,
moi, je suis un petit peu rendue dans le moment de ma vie où j'aime régénérer mon collagène. Là. Fait que là, je suis comme un petit peu dans les biostimulateurs de collagène comme le Sculptra. Je peux peut-être OK, oui. Ouais. Ben, j'en ai déjà fait. Oui, c'est ça. Fait que ça, Moi, j'aime j'en ai beaucoup. déjà fait. Moi, j'aime bien cette technique-là parce que ça régénère justement ton collagène. Puis ça gonfle aussi. Je ne veux pas dire ta job, là. Écoute, j'ai de la misère à te taguer comme faux, ça a l'air. Pourtant, tu l'as eu. Non, mais c'est vrai. Si on en met quand même beaucoup, mais sinon, ça va juste comme conserver ton collagène puis empêcher que ça... Parce qu'on en perd 1% par année à partir de 30 ans. Là, fait que c'est quand même progressif, le collagène qu'on en perd. Fait qu'au moins, ça va te permettre de conserver. Puis moi, je veux éviter d'avoir une chirurgie ou idéalement éviter d'avoir un lifting plus tard. Fait que, tu sais, on essaye de conserver le plus possible. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est plus ça. Puis après ça, il y a les lasers plus fractionnés là, pour vraiment plus régénérer que j'aime aussi, que je me fais une fois par année. Mais tu sais, ça dépend un peu des besoins de chaque personne. Ça dépend de où on part. Tu sais, si quelqu'un qui vient me voir puis qui... Moi, je me lave la face puis c'est beau, là, je mets rien... Tu sais, bon, là, on va commencer avec une petite FPS, mettons. Ça serait peut-être celle-là que je mettrais pour juste protéger des dommages par le soleil. Après ça, ben, on va intégrer, mais ça dépend. T'sais, comme toi, tu as déjà fait beaucoup de... Ben, beaucoup. Peut-être pas beaucoup, là. Tu as l'air très naturel, mais de médecine esthétique. J'en ai fait beaucoup. Non, mais ça dépend de où on part, tu sais, avec les conseils, dans le fond. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai fait du botox. J'ai une coupe de... Ah, ben moi aussi, j'en ai beaucoup en blanc. Non, mais c'est ça. Moi, dans mon domaine, c'est pas du tout... 3 mois. Non, ouais, mais moi, j'en fais aux 3 mois. Du botox, je suis pas gênée. Je le dis. Ouais. Je trouve ça bien plate quand le monde le dise pas. Ouais. Ça, quand tu fais une chirurgie esthétique, tu fais de l'esthétique, pourquoi tu serais gêné? J'ai fait des fils tenseurs une fois aussi. J'avais vraiment aimé les fils tenseurs. J'avais aimé ça. Je suis fait rien qu'une fois, là. Fait que, tu sais, je serais dû, mettons. Ça fait plus que 2 ans. Je serais dû. Cadeau de fête, hint, hint. Ouais, c'est ça. Pour tout le monde qui veut, info@lemondetangerine.com. On peut m'envoyer un don. Non, mais tu sais, avouez que j'en ai besoin. Non, c'est ça, mais le botox, moi, ça m'a aidé beaucoup. Là. Ouais. Là, ça fait un bout là, que je suis pas allée. Ouais. Mais clairement, ça va être en revenant de mes vacances. Parce que moi aussi, je m'en vais en vacances. Tu t'en vas en vacances avec ta famille? Ben oui. Pas avec ma famille. Non, c'est pour prendre du temps pour soi aussi et mon conjoint. Ouais. Ah, ben c'est super, ça fait du bien. Oui, c'est ça, il faut. Parce que Combien sinon, de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 9 ans. Wow, c'est nice. Deux petites filles quand même de 4 et 6. Fait que, mais mon chum, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup supporté aussi au niveau de la famille. Parce que c'est sûr que moi, je suis comme devenue au privé. On n'est pas entrepreneurs, hein, nous, on est médecins. Fait que moi, mon but, c'était pas de me partir ma business. Dans la vue, c'était juste de pouvoir voir les patients que j'ai envie de voir. Fait que c'est sûr que quand tu pars ta business, tu as des employés tout d'un coup. Fait qu'il faut que tu gères des choses que tu n'avais pas à gérer antérieurement. Fait que mon chum, il est policier. Fait qu'il y avait peut-être plus de congés. Il était capable de changer son horaire des fois, plus si les filles sont malades ou, tu sais, il était capable de m'épauler à ce niveau-là. Fait que... Ah ouais, ton chum, il est policier en plus. Ouais. My God! Ça, c'est toute une job. Ben oui, c'est ça. Puis, mais là, c'est maintenant, avant, il y avait plus des jours, soirs, nuits. Là, mais maintenant, il est plus communautaire. Fait qu'il est plus proche dans les écoles, les choses comme ça. Fait qu'il il est plus de jours. Fait que c'est plus concordant avec la famille. Puis il aime beaucoup ça, la relation d'aide. Un peu comme moi, finalement. On est comme un peu pareil à ce niveau-là. Puis comment tu as trouvé ça, comme justement partir ton entreprise, changer du fait que d'avoir un horaire régulier, à travailler beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu te sens coupable en tant que femme à cause de tout ça? Ben non, parce que je trouve pas que je trouve que la culpabilité, c'est pas quelque chose qui m'amène du positif dans ma vie. Ouais, fait que je suis plus du genre à trouver des solutions. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en effet, si j'ai l'impression que je passe pas assez de temps avec mes enfants, ben je vais prendre le moment de le faire. T'sais, je vais me dire, ben là, comme le vendredi soir, nous, en famille, on va toujours manger au restaurant. C'est comme notre moment de famille. Fait que ça, c'est vraiment, il faut juste que tu le mettes dans ton horaire, dans le fond, tes moments qui sont importants pour toi parce que tu n'as pas envie de vivre cette culpabilité-là. Puis en effet, quand les enfants sont jeunes, ben c'est sûr que c'est lourd. Des fois, là, tout le week-end avec des bébés, ils ont juste comme 18 mois de différence. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu aies de l'aide. Il faut que tu te ressources là, parce qu'à un moment donné, tu vas sombrer. Puis surtout comme 10 ans de... Tu dis quand même 10 ans pour être médecin. Là, tu commences à travailler, puis là, tu commences à dire, oh my God, c'est ça que j'ai travaillé pour. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis là, ben, tu te dis, mon horloge biologique est en train de sonner. Fait que là, il va falloir que je prenne une pause de tout ce que j'ai travaillé pendant 15 ans à bâtir. Puis là, je vais comme arrêter pendant. Ben, tu pas arrêter très, très longtemps, finalement. Mais quand même, tu sais, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Fait que c'est quand même.
on n'a pas étudié pour être maman. Hein? C'est comme, tandis qu'on est vraiment comme confortable dans notre métier à un certain moment parce que tu l'as bâti puis tu l'as travaillé, mais ça te tombe dessus puis t'es comme... C'est ça, fait que t'as besoin d'aide. Fait que moi, j'ai juste pris de l'aide, puis j'avais quand même... Mon chum, il avait déjà des deux grandes filles de notre union, fait qu'il il était déjà habitué avec son rôle de papa. Fait que ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est ça. On est un petit peu, des fois, démunis, là, comme femme. Là, des fois, quand on tombe dans une zone qu'on contrôle pas, puis moi, je suis quelqu'un aussi, c'est sûr que j'aime ça contrôler mon environnement, j'aime ça quand tout est... C'est normal un petit peu, là. Je pense qu'on est dans nos personnalités aussi quand on est peut-être médecin aussi, il y a certains types de personnalités, là. Fait que j'aime ça, savoir que ce que je fais, je le fais bien. Mais là, quand t'es maman, ben t'as pas le contrôle. Oui, c'est ça. On ne sait jamais si on le fait bien. Ouais. On ne sait jamais. On le sait plus tard quand on est adulte. Moi, j'en ai un de 28. Ouais. Puis j'en ai une de 11. Ah, fait que, ouais. Moi, mes vacances, par exemple, je les prends avec. OK, ouais. Et elle est comme tout le temps là. Avec, là. Non, je sais, mais là, je serais dû pour une vacance tout seul avec mon chum, mais ma fille est fatiguée, là, je le vois, là. Elle a la fatigue, elle est fatiguée, là. Puis en plus, d'habitude, je la laisse avec ma mère, mais là, ma mère elle n'est pas en super top santé, fait que je suis inquiète de laisser une semaine, si jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais oui. Fait que c'est ça. Ouais, c'est dur de trouver l'équilibre. Bon. Mais c'est dur parce que les enfants sont tout le temps là. Tu sais, comme tes amis qui sont séparés, là. Oui. Des fois, t'es comme... Oui. Mon chum, il disait souvent ça parce qu'il y a eu 2 enfants d'une union antérieure, puis il dit, tu sais, si tu veux ta semaine off sur 2, tu sais quoi faire? Ça va bien? Je suis comme, oui. Là, je dis en joke, je dis, non, on va prendre les mêmes semaines, moi puis ton ex, juste pour être sûr que t'as 2. Tu sais, genre, t'as jamais de break, là, genre. Ou au contraire, comme pas la même semaine, en tout cas, whatever. Je vais m'arranger pour que ça soit difficile pour toi. Nous autres, on est comme, mais oui, mais, tu sais, nous autres, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, fait que, tu sais, puis je suis comme, je suis jalouse de mes amis qui sont séparés, mais, tu sais, si on prenait... je voulais sortir, je prendrais off de ma fille. De toute façon, c'est avec lui que je veux être. Ouais. Je veux pas être avec personne d'autre anyway. T'sais. Non, c'est ça. Fait que faut que tu aies de l'aide. J'ai comme pas le choix. Ouais, j'ai comme pas le choix, mais rendu à quasiment 12 ans. Là. Elle se garde pas mal tout seul. Mais pas pour une longue période. Ouais, c'est ça. Tu la laisses pas 12 heures tout seul, mais c'est encore drôle. Hein? Il y a plein de parents qui le font. Écoutez, je vais pas vous juger, mais un peu. Pour une longue période, 12 ans, c'est quand même jeune. Ben, je te dis, là, des fois, là, tu sais, surtout, on l'a vu durant le COVID, puis écoute, il n'y avait même pas 12 ans, là, des enfants qui restaient tout seuls durant la grève, là, je pense l'an dernier, c'était une grève des profs, des amis à ma fille, là, des journées complètes tout seul. J'étais comme, je veux pas vous juger. C'est sûr que c'est difficile pour les parents. Tu sais, c'est ça aussi, hein, tout est difficile. Là. Tu sais, moi aussi, je l'ai été dans les grèves de CPE, là, tu sais, je veux dire, si j'avais pas eu justement mon chum qui pouvait rester à la maison, moi, je vais pas annuler 30 patients, là. Pour, mais lui, il est capable de prendre congé facilement. Ben, c'est ça. Fait que oui, on a cette policier, oui. Oui, ils ont quand même des congés maladie, puis ils peuvent s'arranger. Fait que c'est peut-être pas la job la plus facile, mais plus facile que moi, mettons. Fait que, tu sais, on a toujours un équilibre, dans le fond. On va se trouver des... ouais, c'est ça. Il y en a un qui prend le coup, l'autre, tu sais. Fait que ça, on a chacun notre mot force. Quand il t'a rencontré, quand vous êtes rencontrés, est-ce que t'avais terminé l'école, bien sûr. Puis t'avais commencé comme médecin. Je veux dire, t'étais célibataire avant ça, là. Oui. Comment que les gars dealaient avec ça, le fait que t'es médecin? Est-ce que ça n'en faisait fuir? Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a bien des gars qui se sentiraient comme pas à la hauteur. Oui. Ben écoute, il faudrait leur demander. Mais je sais pas. Je pense que de manière générale, il y en a qui peut-être qui ont essayé, puis que finalement... Parce que drôlement, dans mes relations passées, c'est rarement moi, des fois, qui allais comme quitter l'autre. C'est plus moi qui me suis fait... Puis j'ai l'impression que c'est parce que des fois, de manière générale, tu sais, ma vie, peut-être que par rapport à mon travail aussi, j'étais très occupée. Fait que si moi, vraiment, ça allait moins bien, ben je m'occupais ailleurs. Puis que les autres, ils sentaient peut-être qu'à un moment donné, il était peut-être juste là en backup là, ou en arrière. Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'en effet, il faut quand même que le gars ait de la drive. Il faut qu'il ait confiance en lui, c'est sûr. Puis si jamais ça ne marche pas, ben, à un moment donné, ça va se faire naturellement. Si jamais c'est pas pour fonctionner dès le début, ça ne fonctionnera pas pour très, très longtemps. Oui. Tu penses que ça présélectionne certaines personnes aussi. Parce que dans le fond, tu gères ou tu gères pas. Mais il y a des gens qui, des fois, ils essayent de gérer, puis finalement... ça marche pas. Mais toi, tu cherchais quand même quelqu'un qui
tu voulais pas gérer quelqu'un non plus, là. Non, T'sais, non, je veux pas tu- gérer du tout quelqu'un- quelqu'un. Non, mais en plus, en voulant dire, tu gères-tu le fait que je suis médecin ou tu gères pas C'est le fait ça. que... Tu sais, parce que tu le sais assez vite, d'une certaine façon, dans l'attitude, dans la personne, tu sais. Ou bien ça fonctionne pas, puis ils trouvent des raisons, ou ben, sinon, ils vont essayer... tu sais. Je pense que c'est une... Ça a présélectionné vraiment des gens qui avaient plus peut-être confiance en eux puis que ça leur dérangeait pas, là, tu sais, qui étaient capables de voir que ben peut-être que les salaires, ça peut être plus toi, puis peut-être que, tu sais, moi, je vais aller chercher d'autres choses ailleurs. Fait que c'est ça, c'est plus que... Vraiment, c'est pas moi le problème, c'est eux. Ben, non, évidemment. Ça va vouloir dire, il faut juste que la personne... clair. C'est clair que c'est soit- pas toi le problème. Fait que ça écoute. ben, c'est une présélection, vu de même. Avec tout ce que tu as Pourtant, fait, là. À l'inverse, tu sais, je veux dire, t'entends tout le temps ça, tu sais, c'est un cliché, mais tu sais, comme la fille, plus tard, je vais marier un docteur, tu sais, à l'inverse, mais du côté des gars, c'est vrai que c'est moins. Tu sais, c'est rare d'entendre les gars dire, oh, moi, je vais marier une docteur, tu sais. Ben, quand Non, tu c'est parles, vrai, c'est justement, si on regarde le Lucide Podcast, tu regardes Olivier qui parle souvent de ça, il dit, moi, honnêtement, je suis pas intéressé à une femme intelligente qui a des diplômes. Je m'en fous de tes diplômes. Moi, je veux une femme, c'est ça, on parle de, Ouais. tu sais, des masculinistes, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je les ai écoutés, puis je les ai reçus, puis Ah c'est ouais. correct, ils ont droit, ouais, ils ont droit à leur opinion. Moi, Ouais. j'aime tout le monde, OK? Je suis pas difficile pantoute, j'aime tout le monde. J'ai bon, de l'amour pour tous. J'aime écouter les gens, j'aime voir leurs idéologies. Il n'est pas en train de dire que ces femmes-là ne devraient pas exister. Il est en train de dire que lui, il se sent pas homme quand il est en, tu sais, qui est autour, tu sais, il est autour des femmes comme ça. Puis ça en dit It's on beaucoup sur him. lui. Exact. Ça en dit beaucoup sur lui. Ouais, c'est ça exactement, tu sais. Mais tu sais, autour de... Moi, j'ai vécu un peu différemment, là, tu sais. J'ai vécu comme dans le passé. Moi, je travaillais dans la maison. C'est moi qui faisais le plus d'argent. Puis mon chum restait à la maison avec mon fils. Puis après ça, j'ai vécu le contraire. C'est que moi, j'ai resté à la maison. Puis mon chum faisait plus d'argent. Puis c'est drôle, j'ai ressenti dans les deux cas beaucoup de jugement. Dans les deux cas. Mm. C'est bien drôle parce que quand le gars reste à la maison, il fait des tâches qui sont supposément comme assignées à la femme, puis que bon, on dirait qu'ils sont assignés à la femme, mais que Ouais, n'importe qui finalement, peut les faire. c'est ça. Ouais, n'importe qui peut les faire. Ben, l'homme se fait juger au bout. Puis quand tu es à la maison, ben, tu te fais juger par « Ah, mon dos, comment ça se fait que tu restes à la maison? » Tu te fais vivre. Genre, tu fais rien. Genre, mais quand t'es avec ton enfant à la maison, je veux dire, Ouais, non, t'es en train c'est de faire ça. de quoi, là? Tu fais de Non, quoi, là? clairement. Ça dépend des milieux aussi, là, parce que je veux dire, tu sais, je pense que c'est juste une question d'avoir une définition des rôles. Là. Il n'y a rien qui est anormal. C'est C'est comme un ça. peu la libido. Il n'y a pas de base puis de haute libido. Il y a juste une discordance entre deux partenaires. Tu sais, c'est comme, moi, c'est un peu ça, comme ça que je l'approche, là, en voulant dire, tu sais, ça te fit pour toi, puis qu'il n'y a pas de souffrance parce que lui, il se sent moins que toi parce que c'est toi qui fais l'argent ou vice-versa. S'en foutu, là, qui sait que ça peut déranger? Ouais, non, mais Rendu là. j'avais vu ça dans la société, comment qu'il y a, tu sais, il y a des gros jugements là, vis-à-vis quelqu'un qui fait des tâches supposément, qui sont supposément assignées par, à un sexe quelconque, là, un genre quelconque plutôt. Hey my God, là, tu vas... Oui, OK, là, je me fais remettre à l'ordre, là, c'est assez. C'est assez là, pour Dr. Gabrielle Landry. Vous avez des questions, quoi que ce soit, sur, mettons, vos hormones, vous voulez... Ben, vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux ou regarder ses réseaux sociaux parce qu'elle poste beaucoup de vidéos qui sont assez informatives. Elle est là, sur les réseaux. Comment ça, tu t'es intéressé aux réseaux sociaux comme ça? Question Oh vite, my vite. God. Hey, je sais même pas. Ça fait longtemps quand même. Je m'étais dit que je voulais comme quand même avoir un impact. Je pense que c'est ça. C'était pour rejoindre. Parce que dans le fond, à un certain moment, on est limité, là, tu sais, les femmes... Là, on a eu, comme je te dis, l'automéno, on en a parlé vite fait, mais tu sais, ça a été un gros impact. Mais avant ça, à chaque fois que je parlais de préménopause, les gens disaient, c'est quoi ça, la préménopause? Mais là, faut en parler. Il faut en parler que les hormones, c'est pas dangereux. Il faut en parler que ça existe puis que votre souffrance n'est pas normale. Puis quand tu souffres, t'es pas supposé de l'accepter. T'es pas supposé de juste comme dire, ben oui, mais je suis une femme, fait que j'ai des SPM. Mais non. C'est comme si tu as une souffrance liée à tes SPM, soit physique ou mentale, c'est pas normal. Faut l'adresser. Moi, je suis tout le temps, parce que je suis tout le temps fâchée. Ça règle ça. C'est de mes hormones. Toutes les fois que je suis fâchée, c'est de mes hormones. Ça passe bien. OK, merci, Gabrielle. Pour moi,
Du lundi au vendredi, 11h à 14h, Mix Country, mixcountry.ca. Allez dîner avec moi et écouter de la musique country. On adore ça. Aussi, je vous rappelle, CKVL, 21h à minuit, du lundi au vendredi. Le samedi, on a notre émission. On a une émission qui s'appelle Un gars, une fille, un queer avec notre sexologue queer Antoine Thibault qui va nous donner des conseils. On a aussi un gars invité et une drôle de coach de vie indexée, bien mêlée, Estelle Interstellaire qui va vous faire rire assurément. Alors, c'est un rendez-vous samedi 21h ou le dimanche en rediffusion 23h. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette émission-là, les émissions passées sur notre YouTube aussi, Un gars, une fille, un queer. Pendant que vous êtes là, abonnez-vous, un petit commentaire, un petit 5 étoiles, ça nous aide grandement à propulser notre matériel plus loin. Toutes les chaînes balado ont le monde de Tangerine, on s'abonne sur toutes les chaînes, précisément sur le Spotify, qui est totalement nouveau, avec maintenant des vidéos. Oh oui! Il n'y a pas juste l'audio sur Spotify. On a les vidéos et c'est un nouveau Spotify. J'ai besoin de vous autres. On a tous scrappé l'ancien. Fait qu'on recommence à zéro. On a besoin des abonnements puis un 5 étoiles pendant que vous y êtes. Je vous retrouve ici même et sur tous les réseaux sociaux avec mon prochain invité. En plus, en live, on est de retour à 5 heures avec Frank Barnes, chanteur country. Ça ne pas manquer. On se retrouve dans un réseau près de chez vous.